Alors bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pépinière. Aujourd'hui nous traversons l'Atlantique pour parler des États-Unis et du football aux États-Unis dans un format un peu différent d'habitude parce que ça va être un entretien avec deux personnes qu'on remercie d'avance d'être là aujourd'hui, Tanguy Guerino et Karim Timimi. Bonjour les gars, comment vous allez ? Bah écoute, ça va super et toi ? Ça va Karim, ça va ? Ça va super, merci. Ça va Karim qui est avec nous actuellement à Atlanta aux États-Unis, donc merci à lui. 6 heures de décalage horaire, donc ça va, c'est nous qui sommes fatigués, pas lui. Donc c'est une très bonne nouvelle. Donc, présentation rapide du projet. Donc ouais, l'idée c'est vraiment de faire un entretien assez rapide dans un format un peu différent du format habituel. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, nos amis auditeurs. Et puis on va commencer par se présenter rapidement. Tanguy, est-ce que toi tu peux te présenter genre qui t'es, ton parcours, ce que tu fais actuellement et pourquoi tu es là aujourd'hui ? Ouais, bien sûr. Donc Tanguy Guerino, 29 ans. Alors actuellement je suis joueur donc au club de Vendée-les-Herbiers football, donc en National 2. Donc mon parcours, je suis issu de Poitiers, un parcours vraiment tranquille dans un petit club au départ. Après on a gravi les échelons petit à petit, et justement j'ai eu cette expérience de jouer 2 ans aux États-Unis en université. Donc on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est pour ça que je suis là ce soir. Et puis donc voilà, après à côté, je suis aussi préparateur physique. J'ai fait des études en STAPS à Montpellier. Donc voilà pour le petit parcours. Ça va, la saison se passe bien aux Herbiers là cette année ? Ouais, la saison se passe très bien. On a fait un bon début de saison. On a eu un petit creux après, mais là on est toujours dans le coup, et on est en 32e de finale de Coupe de France aussi. Bon, moi individuellement c'est compliqué, je suis blessé, mais bon ça c'est les choses qui arrivent, donc on va suivre quand même. Contre Ligue 1, contre Angers là Contre Angers, ouais, Ligue 1, ouais, ça va se jouer là vendredi 19 décembre. Incroyable. C'est à domicile ou Ouais, à domicile, ouais, chez nous, ouais. Ok. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de clubs maintenant de Ligue 1, j'ai l'impression qu'ils reçoivent les Sables, par exemple, qui vont à Rennes, mais nous Saint-Cyr qui va au Groupama. Il y a l'Olympique Lyonnais aussi qui ouais, justement, ouais. contre Saint-Cyr, ils reçoivent... Ouais, t'as Lyon, t'as Lens qui fait ça, t'as Rennes qui vont recevoir les Sables. Saint-Cyr qui est prêt à redonner la recette du match à Lyon, c'est bien, ils aident les petits clubs en difficulté, ça fait plaisir. Karim, est-ce que tu peux, sur le même modèle que Tanguy, te présenter ? Écoute, moi, en termes de parcours, assez similaire que de Tanguy, donc je suis natif de Poitiers, j'ai toujours grandi à Poitiers, j'ai fait toutes mes gammes là-bas, je suis resté à Poitiers depuis jusqu'à mes 23 ans, j'ai joué Poitiers, Chauvigny, des petits clubs de la région, et à 22 ans, j'ai décidé d'aller aux États-Unis, j'ai une bourse d'études, pareil, pour aller à Atlanta, dans une université pendant 2 ans. Donc j'ai fait ça, c'était une super expérience. Et après, j'ai signé un contrat professionnel avec Atlanta United, l'équipe 2. J'ai un contrat pendant 2 ans jusqu'en 2024. Et après, j'ai pas pu retrouver pour des circonstances et des raisons après mes 2 ans. Donc du coup, là, cette année, j'ai eu une année où je me suis concentré pour finir mon année d'après-diplôme. Ça s'appelle OPT. T'es dans des entreprises, etc. Et je passe aussi mes licences de coaching et je coach aussi, je suis directeur de coach dans un club à Atlanta, dans un club de la ville. Et voilà, on en est là en ce moment et voilà, c'est là où on en est. Ouais, c'est intéressant parce que 3 personnes avec nous sauf moi aujourd'hui sont dans le coaching, parce qu'on a aussi avec nous Stéphane Bay qui n'est pas aux États-Unis mais qui est là quand même. Stéphane, comment vas-tu ? Écoute, super, comme d'habitude. 3e épisode maintenant. 3e épisode, hein, et commence à faire partie des meubles. Hein. Ouais, exactement. Donc, non, ça va très bien. Content de partager ce moment avec vous. C'est intéressant de voir un peu le parcours de chacun et la culture foot qu'il peut y avoir avec vos 2 expériences différentes dans le même pays et voir un peu les différences qu'il y a entre ici et là-bas. C'est vrai que ça va être vraiment l'objectif aujourd'hui, comprendre un peu d'où vous venez, pourquoi vous êtes allé là-bas, quelles sont les différences tant d'un point de vue sociétal que purement sportif, est-ce que la tactique est pareille, est-ce que la technique est pareille, quel est le profil de joueur là-bas. Donc c'est ce dont on va parler juste après ces petits instants promo que je fais comme d'habitude. Les amis, rejoignez l'aventure sur tous les réseaux, Instagram, YouTube, Apple Podcast, Spotify, Deezer et maintenant sur Amazon Podcast. Cliquez les amis, cliquez, c'est sérieux, rejoignez le bateau, rejoignez l'aventure. On va commencer déjà chronologiquement. Quand vous allez aux États-Unis, déjà, il faut y arriver. L'idée, ça va être comprendre le parcours. Comment se passe la vie d'un footballeur en France qui devient un étudiant athlète dans une fac américaine ?
Comment on arrive là-bas? Quelles sont les barrières administratives, sportives, culturelles? Comment cette aventure américaine a commencé pour vous? Tanguy, toi, comment elle a commencé pour toi? Qui a fait le premier pas? Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu as été approché? Comment ça se passe? Alors moi, donc j'ai été approché. Donc je connaissais moi le système universitaire parce que j'avais un ami qui était, mais par le biais du tennis, donc un autre sport. Donc j'avais un petit visu à pour ce truc-là d'aller aux États-Unis en étant sportif et en études. Mais donc c'est un agent en fait moi qui m'a contacté, Takumi. Donc à ce moment-là, j'étais étudiant à Montpellier en STAPS et je jouais donc à l'AS Fabrègues en CFA2 à l'ancienne. Et donc en fait il me propose est-ce que ça te dirait d'aller jouer aux États-Unis en université pour après espérer peut-être signer pro là-bas. Et donc moi en fait c'était quelque chose qui me tentait. Je me suis dit pourquoi pas, parce que j'aime en fait découvrir des choses. Et puis à ce moment-là donc j'étais en train de finir ma licence et je me suis dit pourquoi pas. Moi je voulais pas faire de master en France. Là je commençais à jouer à un bon niveau au foot et mais voilà je gagnais un petit peu d'argent au foot à ce niveau-là. Je gagnais pas encore totalement ma vie à ça. Et donc je me suis dit c'est peut-être le moment encore de découvrir autre chose, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et justement après je savais que il y avait ce truc là aussi aux États-Unis, peut-être une meilleure opportunité pour signer pro plus qu'en France où c'était difficile. Moi j'étais pas passé par un centre de formation, donc en fait à ce moment-là je me dis peut-être tenter en fait l'aventure de l'autre côté de l'Atlantique pour espérer peut-être signer pro à terme, mais surtout après je savais que ça serait une bonne expérience humaine, sportive, tout ça. Mais voilà, j'ai été approché à ce moment-là par un agent en fait qui lui avait une agence qui envoyait des joueurs justement à l'université américaine, et donc ça s'est fait comme ça au départ. Donc c'est un agent qui faisait que ça? Ouais, lui en fait était passé par ce système-là. Il a joué aussi en université aux États-Unis. D'accord. Et du coup il était en fait en reconversion en mode agent, parce que c'était une agence qui n'était pas à lui, il travaillait avec d'autres personnes. Mais lui du coup il commençait, il se formait en fait en tant qu'agent et il cherchait des jeunes joueurs en France à envoyer aux États-Unis. Et c'était en quelle année ça? Moi c'était en 2000, donc quand je me fais approcher c'était en 2017, et après en 2018 du coup je vais aux États-Unis. Là t'étais en CFA2, donc c'est l'équivalent d'N3 aujourd'hui, N3 National 3 aujourd'hui. C'est ça. Parce que j'ai l'impression que justement t'es arrivé au moment où il y a eu l'essor un petit peu de ce système-là, non? 2017, 2018. Mais ouais, parce qu'en fait moi quand j'y vais c'est pas encore non plus démocratisé de ouf comparé à aujourd'hui. Ouais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus connu de tout le monde. Ouais, ça parce que justement moi c'était une agence, donc ça s'appelait AIV Athletics à l'époque, mais t'avais aussi FFF-USA qu'on connaît tous les deux. Mais ouais, à ce moment-là, ça justement il y avait de plus en plus de joueurs qui allaient aux États-Unis parce que t'avais ce système-là de pouvoir faire des études et jouer à un bon niveau footballistique et espérer peut-être signer pro, ce qui est compliqué en France où moi j'avais les études et je jouais quand même à un bon niveau, mais c'était pas compatible de passer des études et essayer de signer pro. C'était compliqué. Et puis je pense que c'est rassurant aussi pour le cadre familial. Aujourd'hui il y a beaucoup de parents qui aussi misent, quand je dis parents ou en tout cas l'environnement familial, qui misent sur les études plus que le foot, et ils ont bien raison. Et là c'est, je pense, un moyen aussi à cette époque-là d'allier les deux, comme tu dis, de pouvoir performer dans les deux côtés. Ouais, c'est tout à fait ça, qu'on a un système qui est totalement différent de la France. Enfin, la France qui est basée sur le système associatif pour le sport, et puis être étudiant et sportif en même temps. Bon, je pense que vous trois, vous le savez, c'est pas si facile que ça. Peu sont les élus, donc c'est un peu compliqué en effet. Toi, Karim, t'es arrivé en quelle année aux États-Unis? Moi, je suis arrivé en 2020. Ok, donc un peu après quand même. L'année où je pars, moi. Ok. Vous êtes croisés. Et t'as été approché par le même agent, la même agence que Tanguy, c'est ça? Ou c'est un peu différent, toi, au niveau du process? C'est marrant un peu parce que je me rappelle très bien, c'était un dimanche. Moi, tous les dimanches, j'allais chez Stéphane, on regardait la Ligue 1, match du dimanche soir. Et je vais sur Facebook, comme ça, je regarde un peu. Et je vois un petit forum avec des questions. T'es étudiant, tu fais du foot, t'aimes les États-Unis, genre 3 questions bidons. Je fais ouais. Après, juste après, il y a Takumi, justement, le même gars qui m'ajoute sur Facebook. Après, il m'envoie un message, il me dit écoute, est-ce qu'on peut s'appeler, etc. Tout fait, j'ai ton profil. Et à cette époque-là, je jouais à Chauvigny. On venait de monter en N3, pareil. Et j'allais à l'université. Donc c'était chaud, pareil. Pour moi, tu devais choisir entre aller à l'amphi à 7h du soir ou aller à l'entraînement. Donc le gars, il s'en fout que t'as entraînement, et tu s'en fous que t'as amphi, tu vois. Donc à partir d'un certain moment, tu essaies de te rechercher, te demander sur le long terme comment tu vas faire. Donc en vrai, ça arrivait à pic.
Et aussi en termes de foot, moi je voulais changer de région, je voulais sortir tu vois, de la Nouvelle-Aquitaine, je voulais voir autre chose, je voulais qu'on me juge pour mon football, pas parce que c'est le petit Karim qui joue là. Tu vois, quand tu sors un peu de ta zone de confort, t'es jugé vraiment par rapport à comment tu joues. C'était ce que je voulais au début. Mais bref, venant à ça, j'ai parlé à Takumi et après, il m'a expliqué le projet. Comme quoi, voilà, il envoie des gens aux États-Unis pour avoir un diplôme, jouer au collège. Et, en gros, avoir la vie que tu vois dans les films et dans tout, les séries trucs américaines. américains. Ouais, c'est ça. Après, il m'a demandé deux choses. Il m'avait demandé une vidéo de moi, de faire une vidéo, et de passer le TOEFL. C'est les deux choses les plus importantes qu'il faut pour pouvoir aller aux États-Unis. Je vois que Tanguy, Donc, moi, à c'était l'époque, le même process à peu près. Ouais, exactement. En plus, ça me fait rire parce que c'était exactement pareil. Moi, c'était sur Facebook aussi que Takumi m'avait contacté. Mais ouais, après, c'est ça pour après rentrer dans les détails. Bah, moi, quand il me contacte, en fait, donc il me propose ce projet-là, moi, je lui dis OK, mais je préfère finir ma licence. Donc, c'est pour ça que je suis parti 1 an après. Et donc moi il m'avait dit ok, ben préviens-moi 6 mois à l'avance si t'es vraiment chaud, tu vois, de faire le truc, parce que justement après administrativement il y a quand même beaucoup de choses à faire, donc on pourra en revenir en détail, mais voilà, tout ce qui est traduction des bulletins, passer le TOEFL, le visa, etc., ça prend du temps, donc c'est vraiment un process où voilà, faut être sûr de vouloir y aller pour après y aller à 100% et faire tout ce qu'il faut pour aller au bout, quoi. TOEFL que t'as réussi avec brio, Karim. TOEFL, c'est chaud, les gars. C'est très très dur, c'est très 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 dur. Vous l'avez passé à 3 ou 4, le TOEFL, c'est ça? Non. Mais J'ai de la chance parce que en vrai, dans la salle, il y a plein d'ordinateurs et tu le passes au même moment, mais les réponses, elles sont Exactement. switchées, tu vois. Tu viens à côté, l'autre, il va être dans On était dans la même catégorie, on regardait à droite à gauche, je pense. C'est la lecture du jeu, c'est ce que vous avez appris, c'est bien ça. Exactement. Moi, j'étais tellement lent au début que la meuf, elle a fait les 3 trucs et qu'elle est arrivée au même que moi, tu vois. Donc, ouais, regardez, je pense. Ça m'est arrivé un partiel d'informatique, je me rappelle très bien. J'étais à côté d'un pote à moi et je dis ouais, t'as mis quoi la réponse 2? Il me dit oui, j'ai mis 3 et à la fin on s'est dit mais on va tuer ça et on s'est rendu compte que c'était pas les mêmes questions. Aïe. Ouais, moi c'est pareil, justement TOEFL quand je le passe, je vois en fait à droite à gauche parce que j'étais en pression, j'étais pas très bon en anglais, mais après moi parce que voilà, il y a des universités qui peuvent te demander en fait un score minimum au TOEFL, moi c'était pas le cas, donc en vrai peu importe la note que j'avais, c'était ok. Ils attendent quel niveau d'anglais concrètement? Enfin, toi à Atlanta et toi dans l'Oklahoma Moi en gros dans l'Oklahoma, moi l'université qui me propose d'y aller, en fait ils m'ont dit vraiment le TOEFL on s'en fout, faut que tu le passes. Après voilà, faut pas non plus avoir un score non plus catastrophique, mais ils avaient pas donné de score minimum, parce que je sais que avant ça, moi j'avais aussi des universités en D2 qui m'avaient fait des offres avant que je choisisse donc en D1 avec l'université qui était dans l'Oklahoma. Et là, ces universités en D2 me demandaient quand même des notes minimum. Donc le TOEFL c'est sur 120, ils vont te demander par exemple minimum 80, et le TOEFL en fait c'est partagé donc en 4, t'as 4 unités qui sont notées en fait sur 30. Voilà, ça, t'as 4 unités notées sur 30, et donc t'as des universités qui peuvent te demander soit un score global, voilà, minimum par exemple 80, mais t'en as aussi qui peuvent te demander, ça va être minimum 80, il faut que vraiment par contre dans les 4 unités t'es au moins 15. Si t'es en dessous de 15, c'est mort. Ouais, donc c'est plus ou moins sélectif selon les régions. Ça dépend des universités, mais moi en fait là où j'allais, j'avais pas cette pression là. Toi Karim, c'était comment? En fonction du budget de l'université, plus l'université elle est grosse, plus ils vont te demander un gros score pour pouvoir pour les cours, tu vois. C'est ça. Et au niveau sportif du coup, parce que là on parlait du coup de la partie on va dire académique et la partie anglais parce que c'est la base pour pouvoir suivre les cours sur place. Au niveau sportif, vous c'était quoi le critère en tout cas qu'on vous a annoncé minimum requis pour pouvoir postuler? Pour le process de sélection. Parce que je me doute bien qu'un joueur qui joue avec tout le respect des 3 districts. Ouais, non mais en gros, comme disait Karim, donc quand moi je joue en National 3 lui aussi, donc on a la chance, on avait les matchs filmés. Donc ça aussi Takumi nous avait demandé, voilà, pour faire une vidéo pour aussi justement après lui, comme ça il va montrer aux universités, aux différents coachs, etc. Donc pareil, j'avais fait une vidéo, fallait des matchs entiers aussi, parce que forcément sur la vidéo tu peux montrer que t'es Messi, mais sur un match entier c'est différent. Bien sûr. Donc non, il y avait ça à faire. Après forcément plus tu joues à un bon niveau, plus tu vas avoir des bonnes universités. Et comme voilà, après le niveau universitaire c'est en NCAA, t'as le niveau D1, D2, puis après t'as d'autres universités en dessous. Forcément si tu veux accrocher une D1, faut quand même avoir un bon niveau déjà de base, surtout si après ils veulent te mettre une bonne bourse parce qu'ils considèrent que tu vas être un joueur important. Faut que tu aies un bon niveau. Donc le joueur de district, forcément ça va être plus compliqué. Mais après tu as aussi justement les agences. Donc moi l'agence où j'étais aussi, ils organisent des détections. Moi j'avais participé à une détection aussi, c'était au Camp des Loges là à Paris, et
bah après si t'es bon, voilà, il y a les coachs qui sont là. Si t'es bon à la détection, tu peux très bien aussi jouer à un niveau moindre, mais t'es énorme à la détection et puis bah tu vas avoir un super contrat, quoi. Ok, donc il n'y a pas de, on va dire, de critères de niveau minimum, c'est N3 minimum. Ouais, non, ils ont pas en tout cas, non, ils ont pas ce critère. Après, tu peux par avoir. exemple, ils savent qu'en France, tel niveau correspond à tel niveau chez eux, et puis avoir un peu une comparative. T'as des coachs qui vont voilà savoir les niveaux en France, donc ils vont se dire bah nous voilà on veut des joueurs minimum N3 parce qu'on sait que c'est du bon niveau ou quoi. Mais après voilà tu peux avoir des détections, des bonnes surprises, donc t'as pas vraiment de niveau minimum. Après c'est pareil, tu peux te faire recruter, tu auras peut-être une moins bonne bourse parce que t'es pas bon, tu vas peut-être moins jouer au départ, mais tu vas faire ton année, tu vas dire bah écoute je sacrifie un an, je vais payer etc. et je vais faire mes preuves là-bas. Ça peut être aussi une solution. Et concrètement, est-ce qu'il y a un moment une sélection qui est faite? Est-ce que vous êtes mis sur un terrain où il faut jouer contre 11 autres mecs et faire vos preuves? Comment ça se passe, Karim? Toi, comment ça s'est passé? C'est ça, moi je suis allé pareil. Takumi nous avait invité au truc de camp des loges pour aller. Donc il y a des coachs qui viennent autour. C'est une journée spéciale. C'est généralement vers cette période-là, décembre, où les universités elles sont en break et ils viennent dans des pays, par exemple, ils sont venus en France quand des loges, donc il y avait les coachs autour du terrain, et ouais, il y avait des 11 contre 11, c'était sur 3 jours, si je me trompe pas, 2 jours. Et, moi, c'était sur 2 jours. Ouais, c'était des 11 contre 11, il y avait environ 6 équipes, il y a beaucoup de joueurs, et à la fin, les coachs, ils disent des noms, des numéros de maillot que des joueurs qui sont intéressés. Après, ils les rencontrent à la fin du séjour et ils discutent avec eux. Ah, c'est dès la sélection qu'ils disent le 3, le 8, le 10, venez me voir après. Ouais. Ah, quand même, ouais. Ok. Ouais, et après, les matchs sont filmés et du coup, même les autres coachs des États-Unis qui n'ont pas pu venir ont accès aux vidéos et après, ils disent voilà, j'aime bien celui-là. Et c'est l'agence qui faisait ça pour pouvoir. Mais après, comme vous dites, en vrai de vrai, il y a un niveau pour tout le monde. Et ça, c'est ça, en fait. Plus t'es bon, plus ils vont exiger que tu aies un bon score quand même, et que tu joues un D1, etc. et tout, dans des universités qui ont vraiment des gros budgets, des très grandes infrastructures. Et si tu es un joueur tranquille, modeste, qui veut juste aller jouer là-bas et qui veut faire les cours et apprendre l'anglais, il aura peut-être une bourse complète, mais il peut trouver quand même d'autres divisions en dessous, tu vois. Donc en vrai, c'est assez accessible pour tout le monde. C'est juste un terme de budget. Ok. Et quel a été le moment décisif où vous vous êtes dit j'ai fait la sélection, on me propose le truc, je prends mon sac et j'y vais, parce que c'est pas une décision facile. Enfin, toi tu me disais Karim que t'avais jamais bougé de la région de Poitiers. Toi Tanguy, t'étais un peu parti à Montpellier, mais bon, ça reste dans le même pays. C'est quand même un énorme changement, se dire je prends mon sac, je pars, je verrai pas ma famille pendant un an, je vais aller quelque part où je connais absolument personne, j'ai pas du tout la culture. Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit j'y vais? Mais moi, vas-y Karim, tu veux... Vas-y, t'inquiète. Okay. Mais moi, en gros, j'étais déjà décidé dans ma tête, tu vois, j'étais en mode, je finis ma licence et je pars. Ça, c'était acté. C'était les États-Unis ou rien, ou c'était, si ça avait pas été, t'aurais pu aller en Angleterre, ailleurs? Là, c'était les États-Unis parce que j'avais cette opportunité-là. Mais après, non, là, c'était vraiment, vu que j'avais cette opportunité, je m'étais dit, ok, c'est le moment de faire autre chose, d'aller voir ailleurs. Donc là, moi, j'étais décidé à 100% de partir. Et c'était plus le côté sportif qui te motivait ou vraiment le cadre de vie, on va dire, humain et l'aventure humaine derrière? C'était un peu des deux. Parce que je savais que le système universitaire américain, moi j'avais justement des échos par mon ami qui était avec le tennis, donc je savais que ça allait être une bonne opportunité, une bonne aventure sur ce point-là. Et aussi sportivement, je me suis dit pourquoi pas aller jouer 2 ans, essayer d'aller me faire repérer, essayer d'aller signer pro là-bas, vu qu'en France ça va être compliqué. Donc je m'étais dit ok, let's go. Puis après j'ai fait tout le processus. Au départ j'avais que des universités de D2 moi justement qui m'avaient contacté. J'en avais une à Miami qui s'appelle Barry, Université Barry. Et donc de base je partais pour celle-là, et au final vraiment au dernier moment j'ai eu l'opportunité de l'université qui était en D1, donc dans l'Oklahoma. Donc forcément Miami, Oklahoma, Miami ça me tentait plus, mais après je me suis dit vas-y, je privilégie le sportif et le niveau D1, donc c'est pour ça que je suis parti là-bas. Ok. Toi Karim, qu'est-ce qui a fait quel était le déclencheur qui fait que tu pars? Est-ce que dès que tu... j'ai eu le visa, Mais, dès que t'as commencé les sélections? Non, en vrai, c'est qu'il y a tellement d'étapes à faire. Il faut au moins 6 mois pour tout faire. Et à ce point-là. C'est pour ça, quand t'es décidé. D'accord, ok, ouais. Donc c'est pas une décision que vous pouvez prendre sur le vif comme ça. C'est après, un tu peux process dire, je fais tout le process et puis peut-être au dernier moment, je sais pas vraiment quoi, mais
vu que c'est quand même un process qui est lourd, tu vois, même le TOEFL et tout, le TAFE, le faire, c'est que je pense que voilà, t'es vraiment décidé des mois à l'avance. Si tu peux pas te décider d'un moment et dire j'y vais parce que bah, y a tellement de choses à faire, mais après tu peux faire tout le process et vraiment à la dernière minute dire bah non, en fait, je le sens pas. Ça, c'est possible. Mais ouais, comme il disait Tanguy, c'est un processus qui est assez long quand même. Mais après, c'est plus la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui m'attend vraiment ici en France? Et j'ai jamais vraiment su répondre à cette question. Tu vois, Stéphane, c'est un proche à moi, il sait aussi. Et voilà, il y a des moments où tu te recherches un peu, tu essaies de te projeter, tu te dis vraiment qu'est-ce que tu veux faire après ci, après ça. C'était une période où je me recherchais et moi, j'étais vraiment, j'attendais vraiment quelque chose. Je sentais que quelque chose allait se passer, c'était un ressenti. Et après, bah, quand c'est venu à moi, je me suis dit, voilà, tout arrive pour une raison. Et je me suis dit, c'est venu à moi. Donc, je pense que c'est mon destin d'aller là-bas et d'apprendre une nouvelle culture, de découvrir une nouvelle façon de vivre, de parler, etc. Et puis voilà, c'est les États-Unis, il faut le faire une fois au moins. Et le plus important, c'est pas d'avoir de regrets. Je pense que j'aurais regretté si j'étais pas parti. Maintenant, je suis parti après. Après, voilà. C'est intéressant, ouais, c'est intéressant. Enfin, je pensais pas que le process était aussi long. Enfin, logiquement, enfin, si on vous recrute pour vos qualités sportives, je me doute que ça prend du temps, mais je pensais pas que ça prenait autant de temps, honnêtement. Bah déjà administrativement, les USA, c'est pas le pays Trump là, c'est pas le plus facile à. Ouais, après, bon, c'était pas Trump à l'époque, mais rien que pour le visa, ouais, t'as quand même un délai aussi. C'est que moi qui ai fait un Erasmus. En vrai, si t'es organisé, à l'époque, c'est comme nous, on était un peu l'une des premières vagues aussi à y aller, donc c'était. Là maintenant, c'est plus rapide. Moins fluide que maintenant, tu vois, même les gens qui nous aidaient à partir, les agents et tout, même eux, des fois, ils essaient de trouver des réponses à certaines choses. Mais là, maintenant, c'est beaucoup plus. Parce que moi, je me rappelle justement à l'époque, là, je pense que c'était pareil pour toi, Karim, quand il fallait traduire, tu vois, les bulletins scolaires et tout. Déjà, faut récupérer tous tes bulletins, lycée, collège, tout ça, et puis après les traduire. Fallait trouver, tu vois, la personne pour faire ça et tout. Sur l'IA maintenant, c'est ça. Là aujourd'hui, voilà, tu veux traduire tes bulletins. Merci à eux d'ailleurs. Après, faut que ça soit quand même des choses qui soient réglementées et tout, donc c'est pas n'importe qui peut le faire, mais tu vois, à l'époque, bah, faut trouver, faut connaître. Là maintenant, aujourd'hui, tout est beaucoup plus accessible, donc il y a beaucoup plus de facilité, quoi. Vous avez pavé la voie un peu des gens qui y vont aujourd'hui. Quand on parle des USA, du sport, on parle surtout de modèles. On vend un modèle qui est proche du professionnalisme. Est-ce que c'est vraiment le cas et jusqu'à où on pousse l'exigence? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Le modèle américain, est-ce que vous avez été surpris en arrivant? Est-ce que vous vous êtes dit que c'est totalement différent de la France? Logiquement, oui. Mais qu'est-ce qui a été vraiment déterminant? Enfin, qu'est-ce que vous avez constaté comme vraiment professionnel par rapport à la France, vous? Vas-y, Karim, je te laisse. Déjà, faut comprendre, les gars, les Américains, c'est des vrais sportifs. Tu vois, nous, on vient dans le fait, ok, c'est le foot, c'est européen, etc. Tout, mais les Américains, en termes de sport, en termes de mentalité, motivation, ils sont vraiment très forts et ils mettent tout, ils misent tout là-dessus. Je pense que c'est les pays anglo-saxons en général. Hein. Enfin, pour avoir vécu l'expérience australienne, c'est. Et quand tu le vois en Angleterre aussi, la ferveur qu'il peut y avoir sur différents sports. Sport. Les anglo-saxons en général, enfin les USA du coup, on est le meilleur exemple, mais ouais, je pense que les pays anglo-saxons ont cette grosse culture sport et n'importe quel sport. Même quand tu vois les JO aussi, tu vois, c'est pas pour rien qu'ils sont à peu près premiers partout. Mais donc ouais, et les infrastructures vraiment, ça n'a rien à voir, tu vois. Nous, même juste, tu vas à l'université de Poitiers, tu regardes les terrains, les salles de muscu et tout. Tu vois, eux, juste une petite high school, tu vois, un lycée, tu vois les terrains, tu vois la salle de muscu, les vestiaires, vraiment, c'est pas les mêmes budgets, tu vois, c'est pas les mêmes infrastructures, ça te donne envie, et puis, c'est ça aussi. Je pense que nous, les Français, on s'écoute beaucoup, tu vois, en termes de corps, etc., même les footeux, on n'est pas les premiers à aller, faire le plus, alors que les Américains, ils sont vraiment dans ça et ils t'entraînent. Donc nous, déjà, on vient dans un pays où techniquement on est bon, tactiquement on est bon, et moi quand je suis arrivé là-bas, on passait cette mentalité de travailler physiquement, donc c'était bien. Qu'est-ce qui a été ton plus gros choc en arrivant, Karim, là-bas? Enfin, c'est les infrastructures du coup, c'est je sais pas, un process, des demandes qu'on vous fait, l'accompagnement. Qu'est-ce qui a été vraiment, je dirais, le plus gros choc culturel pour toi? Choc culturel. Après, je dirais plus que au début, quand tu arrives et qu'on ne contrôle pas vraiment la langue, il te faut un temps d'adaptation. Okay. La langue, tu peux pas vraiment montrer ta personnalité.
quand tu contrôles pas vraiment une langue. Donc c'était ça un peu qui était un peu difficile. Mais après, ce qui m'a choqué, pas grand chose, ouais, tu vois, juste la gentillesse des gens, je dirais, ou le fait est que quand je suis sorti des États-Unis, ce qui m'a choqué, c'est que je me suis dit, oh, je suis vraiment un Français, hein. Parce que par exemple, je vais te donner un exemple, il y a un mec, il va m'arrêter, je le connais pas, il va me dire, hey man, I like your style, man. Non, il commence à me parler et je me suis dit, vas-y, il va me demander quelque chose, je le connais pas. Au final, non, le mec, il était juste gentil, tu vois. Après, il m'a dit, ah, see you, une check et tout. Et moi, je fais, pourquoi j'ai réagi froid comme ça? Je fais, putain, je suis vraiment un Français. Ouais, je suis Français. Tanguy, toi, est-ce qu'on a kiffé ton style là-bas aussi ou un peu moins? Non, en vrai, moi, culturellement parlant, justement, moi, ce qui m'avait choqué, je me rappelle, c'était quand je commence l'université, parce que moi, tu vois, j'avais eu justement ce D1 un peu sur le tard, donc j'arrive à l'université, les cours avaient déjà repris, tout ça, et moi, ce qui m'avait choqué, c'était les profs, en fait. Les profs, comment ils étaient gentils, bienveillants, tu vois, ils t'accompagnaient et tout. Ça me changeait, moi, des profs que j'avais eu à la fac en France, tu vois. Ça avait rien à voir. Donc déjà, tu vois, tu parles pas la langue, tu galères, mais tu vois, ils étaient vachement là pour t'accompagner. Et moi, un autre choc, ça me fait rire Karim ce qu'il dit, mais moi, j'ai eu un choc quand je suis revenu en France. Parce qu'en fait, aux États-Unis, tu vas, tout le monde est souriant, tout le monde est terre, tout le monde est, tu sais, genre, tout le monde est bonne vibe. Quand t'es aux États-Unis, tu reviens en France, t'arrives à Charles de Gaulle, tu sais que t'es en France. Tout le monde tire la gueule. Mais je te jure, c'est un truc de fou. Et moi, ça m'avait choqué, tu vois, quand j'étais revenu en France. Donc là, c'est plus le choc culturel français qui t'a choqué. Ouais, je me suis dit, mais en fait, voilà, ça faisait 6 mois que j'étais aux États-Unis, tu sais, tout le monde était joyeux, tout le monde était content, tu sais, t'as toujours un sourire, un truc. Là, t'arrives en France, bam, tout le monde fait la gueule, tout le monde est dans son coin et tout. Et là, ça m'avait fait un choc, tu vois. Je m'étais dit, en fait, j'ai hâte de repartir. Et sur le plan sportif, Karim ou Tanguy, c'est quoi votre choc culturel sportif, on va dire, à part si je vais trop vite? Pas du tout. Non, mais comme a dit Karim, là-bas, tu vois, c'est des athlètes. Justement, aux États-Unis, on dit student athlète. En fait, t'es étudiant athlète. Et t'as le mot athlète et tu le comprends, en fait, quand t'arrives là-bas. Tu vois que les mecs, c'est des machines. Sportivement, en fait, c'est vraiment un pays de sport. Et en fait, tu le comprends après aussi quand tu comprends le modèle, justement, là-bas américain. Parce que là-bas, on sait que les universités coûtent cher, c'est pour ça qu'on parle de bourse aussi. Et donc, il y en a beaucoup en fait qui misent à fond sur le sport pour pouvoir faire des études. T'as des Américains, tu vois, ils n'ont pas l'ambition non plus d'être pro ou quoi, mais ils se la donnent tellement, tu vois, dans leur sport pour pouvoir en fait faire des études universitaires. Et eux, après, ils font leurs études. Et après, basta. Moi, j'en connais des mecs justement qui étaient avec moi dans l'équipe universitaire, tout ça. Aujourd'hui, ils jouent plus du tout au foot, tu vois. Ils ont juste leur diplôme, ils bossent. Et parce que en fait, c'était vraiment, voilà, ils se sont mis au sport très tôt. Ils se la donnaient à fond pour en fait être bon et pouvoir avoir une bourse université. C'est hyper intéressant, c'est un modèle qu'on n'a pas du tout en France. En France, l'accès aux études supérieures, il est dû. Au pire, on paye les frais d'inscription qui sont dérisoires par rapport à ce que payent nos amis américains. Mais ouais, c'est un modèle qui est totalement différent. Toi, Karim, t'as ressenti ça aussi, vraiment l'espèce de professionnalisme. Enfin, tu le disais aussi au début, mais le concept de student athlète, c'est vraiment un truc que t'as ressenti aussi. Ouais, j'ai ressenti ça. Et aussi, une autre chose qui m'avait choqué en termes foot, c'est la mentalité de tes coéquipiers. Tu vois, t'es quand même en compétition. Les mecs, tu joues à sa place, t'arrives à l'international, ils sont obligés de te faire jouer. Et j'ai vu qu'il y avait rien de malveillant, c'était vraiment tous bienveillants. Par exemple, dès que j'avais besoin de quelque chose, il faut que tu fasses tes devoirs parce qu'en fait, si t'as pas les bonnes notes, si t'as pas un minimum de bonnes notes, tu peux pas être éligible pour jouer le prochain semestre avec l'équipe. C'est un peu comme Coach Carter au final, le film. Ouais, c'est ça. Ok. Et les mecs, ils m'aidaient. Donc, si j'avais pas les bonnes notes, peut-être que je jouais pas. Donc, l'autre gars, il aurait pu avoir du temps de jeu, etc. Et tout. Non, le mec, il venait, il m'aidait à faire mes devoirs. Ou si t'as des blessures, ils vont te conduire, ils vont t'emmener là. Et les traîneurs, etc. et tout. Vraiment, j'ai trouvé la mentalité vraiment bonne. Il n'y avait pas quelque chose de malsain ou quoi. Tout le monde était bienveillant et tu sentais que ça changeait un peu. Parce que tu vois, quand même, en France, on a cette mentalité de compétition. Voilà, tu es à mon poste, si ça, on se respecte, mais quand même, tu as envie de. Après, c'est quelque chose de général en France, au-delà du sport. Le Français, on va dire, il est assez égoïste à se regarder, on va dire, lui-même en général, que ce soit dans la vie, dans le travail, dans la vie sociale. Beaucoup de gens vont regarder leurs propres intérêts avant de voir si le voisin va bien. Donc, je pense que ça rentre
ça rentre dans le monde du sport également parce que ça fait partie de la société. C'est une espèce de mentalité. Et c'est une mentalité générale. C'est clairement une mentalité. Moi, ça me fait penser, justement, je rebondis sur ce que dit Karim. Moi, ce qui m'avait choqué aussi, justement, vraiment dans l'aspect pur foot. Donc, c'est vrai que tu vois, ils sont vachement aidants. Tu vois, t'as besoin de faire tes devoirs et tout. Tu vois, les mecs qui vont être là. Mais à l'entraînement, tu vois, donc nous, à l'université, tu vois, t'es beaucoup, je pense que c'était pareil pour toi, Karim, mais tu vois, t'es quasiment 30. Toi, des groupes de 30 pour une seule équipe. On était vraiment beaucoup parce que tu vois même quand tu joues des matchs, tu vois, t'y vas, t'es beaucoup, tu vois, je sais plus exactement le nom, mais et en fait là-bas t'as aussi t'en as qui vont jouer, t'en as beaucoup qui jouent pas, tu vois, t'as beaucoup des parents des premières années, tu vois, les freshmen là-bas qui vont pas jouer parce que voilà, c'est les premières années, faut le temps, tu vois, de les former, mais c'est les mecs qui jouent pas, qui à l'entraînement, c'est des machines, les mecs, ils se la donnent, mais à 200%. Tu vois, en France, tu vois, tu joues pas et tout, vas-y, ça te fait chier, t'es remplaçant, tu sais que tu vas pas jouer, tu vois, tu peux baisser le pied. Là-bas, justement, les mecs, ils jouent pas, ils en font encore plus, justement, pour essayer de se mettre au niveau. Et ça m'avait choqué, tu vois, l'éthique de travail qu'ils ont, tu vois, ils ont vraiment cette mentalité, vas-y, je joue pas et tout, je suis pas prêt, en fait, moi, je vais travailler 2 fois plus que toi, tu vois. C'est très intéressant, ça, parce que c'est vraiment choqué, l'opposé de ce qu'on peut retrouver en France, et de plus en plus, en tout cas, avec la plus jeune génération. On n'est pas encore si vieux, mais même les jeunes que je vois au niveau quand on coach ou même ceux avec qui je joue qui sont plus jeunes, comme tu dis, dès que quelqu'un est remplaçant ou est en groupe un match, ça y est, c'est fini. Ouais, ça fait la gueule et tout, alors que vraiment là-bas, les mecs, ils se la donnaient, mais tu voyais comment ils... Parce que vu qu'ils jouaient pas en plus, les mecs, ils en faisaient tellement plus à l'entraînement, et ça m'avait choqué. Tu vois, moi, la première année, j'étais le seul Français dans mon université, et la deuxième année, il y avait 2 autres Français qui m'ont rejoint, et eux aussi, ça les a choqués, tu vois. Ils disaient, mais les mecs, ils jouent pas et tout, ils se la donnent tout le temps, tous les jours, mais comment ils font, quoi? Et en termes d'infrastructure, toi, je passe du coq à l'âne, en termes d'infrastructure, Stéphane, pas du tout. Je voulais retomber sur mes pattes, mais j'ai pas réussi. Karim nous a dit que les infrastructures, c'était vraiment quelque chose qui était extrêmement développé. Est-ce que tu as ressenti ça, toi aussi, en arrivant en Oklahoma? Ouais, clairement, parce que moi, en plus, j'étais pas dans une grosse université, tu vois, c'était une université D1, mais c'était pas non plus une big université, mais les infrastructures, c'était incroyable. Tu vois, on avait un terrain pour jouer les matchs qui était parfait. À l'entraînement, on avait un terrain synthé intérieur, on avait un autre herbe qui était très bien, la salle de muscu, j'en parle même pas. Non, franchement, tu vois, t'as tout qui est réuni justement pour être dans les meilleures conditions pour performer. Pour que la performance soit optimisée. Ouais, non, ça, c'est. Puis moi, tu vois, j'étais dans une petite université, mais qui est quand même très bien, et j'ai joué dans d'autres universités, du coup, beaucoup plus grosses, mais t'as clairement, tu vois, même en France, t'as des Ligue 2 qui ont pas ça. Clairement. Ok. Ouais. Mais du coup, avec tout ça, c'est que il y a quand même un hic quelque part au niveau de leur formation, du coup, parce qu'avec, c'est la réflexion que je me fais au fur et à mesure de l'échange, avec toutes ces infrastructures, avec cette mentalité-là, avec ces choses-là, comment les États-Unis ne sont pas un pays du foot avec une équipe nationale ou avec au moins un championnat qui soit un peu compétitif, quoi. Beaucoup plus compétitif que ça, quoi. Karim, qu'est-ce que t'en penses, toi? Là, faut ouvrir le dossier. Aïe. Vous voyez pas, mais il s'est approché de la caméra là. Non, c'est un sujet important parce que je coach des U15, donc je suis vraiment dans le cœur du sujet aussi. Après, là, il faudra faire la différence aussi, parce que vous deux, Stéphane et Tanguy qui coachaient, et Karim qui coach aux États-Unis, il y a vraiment une comparaison à faire. Excuse-moi, Karim, je t'ai coupé. Non, bien sûr. Par exemple, quand Zlatan est venu jouer à la Galaxy, il a inscrit ses petits et l'année, c'était $6,000 l'année. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu fais payer des petits pour jouer au foot, et on sait très bien que le talent, déjà, il se trouve dans les quartiers, les ghettos, etc. et tout, là où les petits jouent dans la rue, etc. et tout. Et il y a aussi un truc, en termes de nouvelle génération aussi, c'est que les petits, ici aux États-Unis, ils sont avancés dans tout. Tout ce qui se passe aux États-Unis, ça s'influence en France 50 ans après. Donc, par exemple, ici aux États-Unis, les petits, ils ont perdu cette culture de jouer dehors. Tu vois, donc il y a beaucoup moins de petits. Il faut aussi comprendre que les États-Unis, il y a le basket avant, il y a le baseball, il y a le football américain. Il y a 3 majeurs sports qui sont les sports qui mettent un peu d'ombre dans le foot. Maintenant, après ce qui se passe avec Messi, la Coupe du Monde qui arrive et tout, là, on est vraiment dans une période, je pense, de transition. Aussi, la MLS, comme la MLS Next Pro qui a été créée il y a 3 ans, c'est des équipes 2 de toutes les équipes MLS. Et avec ça, ils prennent tous les jeunes qui sont bons de 19. Après, ils les signent en MLS. Beaucoup de jeunes maintenant jouent en MLS. Ils favorisent vraiment plus la formation des Américains. Donc, tu vas voir, je pense que dans 5-10 ans, tu vas avoir un changement. Par exemple, quand tu vois les U17 à la Coupe du Monde, ils ont perdu contre le Maroc, certes, mais Maroc, ils ont fini champion. Mais les États-Unis, c'était la meilleure équipe de loin.
quand tu vois les 17. Parce que tous ces petits, ils jouent déjà en MLS, tu vois. Et c'était vraiment les meilleurs. Et je pense que ça va basculer parce qu'à partir du moment où tu mets les infrastructures, tu as les infrastructures, tu as les investisseurs, tu ramènes des joueurs comme Messi pour attirer plus de monde dans la MLS pour que ce soit plus attractif. À un moment donné, ça va changer. Après, le seul problème, c'est le terme des franchises. Il n'y a pas de promotion de relégation dans les ligues, c'est des franchises. Ça veut dire que tu viens, tu as des milliards, tout ton club. Donc c'est vraiment. Ah, mais au basket aussi, il y a des franchises et pourtant ils sont hyper compétitifs. C'est du basket. Ils font 65 matchs. Tu vois, ils ont les playoffs. Ça, c'est un truc depuis des années. C'est ça le problème. C'est qu'ils veulent faire du foot comme du basket. Alors que le foot, c'est le foot. Tu vois, il faut avoir un différent programme. Pourquoi ils jouent différemment que l'Europe, etc. C'est vrai qu'il y a la différence majeure entre le modèle américain et le modèle français, comme je le présentais, c'est que le modèle français est un modèle associatif. Ça veut dire que la France base tout sur des associations. Enfin, tous les clubs qu'on a jusqu'au niveau quasiment professionnel sont des associations. Tout le monde peut jouer au foot, même quelqu'un qui est nul peut jouer en foot en district, etc. Ce qui fait que tout le monde a une espèce de culture sportive footballistique en France, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Comment toi Tanguy, t'arriverais à définir la grande différence entre les deux systèmes, enfin évidemment entre l'associatif ou pas, mais est-ce qu'il y a une espèce de culture foot que tu as pu ressentir ou pas du tout? Enfin, Karim disait que c'était un sport qui était mineur, ça je pense en effet on peut pas le nier, après le basket, après le baseball, après le football américain. Est-ce que tu as ressenti une espèce de culture football ou bien vous étiez un sport un peu à la marge? Non, ça reste un sport, tu vois, à part entière aux États-Unis, qui est reconnu quand même. Tu vois, Karim disait, il y a le baseball, il y a le basket et le football américain qui est quand même au-dessus. Mais tu vois, moi déjà à l'époque où j'étais, ça a parlé de transition, tu vois, que le soccer et le baseball, ça allait bientôt, tu vois, s'inverser. Et justement, il y a cette Coupe du Monde qui arrive, donc aux États-Unis, Mexique, Canada. Et à partir du moment où en fait ils ont eu cette Coupe du Monde, l'attribution de la Coupe du Monde, je sais qu'en fait il y a énormément de clubs, notamment des clubs pro, qui ont énormément investi justement pour la formation des joueurs, parce que de base c'était pas quelque chose qui était en fait c'était pas leur objectif, tu vois, d'avoir vraiment une formation des joueurs. Et là-bas, justement, le système est complètement différent. Tu vois, t'as pas ce système comme nous on a en France où t'as plein de clubs amateurs, t'as le championnat amateur, les petits, tu joues, hop, tu commences à grimper, etc. Eux, ils ont pas ça. Tu vois, tu peux jouer quand t'es petit, déjà ça coûte très très cher, comme on l'a dit. Donc forcément, c'est pas comme là-bas, justement, le sport populaire, c'est le basket. Hein, tu prends ton ballon, tu vas sur un terrain, tu joues. C'est pas pareil pour le football là-bas. Donc déjà, t'as ce premier problème, ça va être le budget, parce que forcément t'as pas tout le monde qui peut débourser énormément d'argent pour jouer au foot. Déjà c'est un point qui je trouve fou, parce que le foot est pour le coup le sport le plus accessible je pense au monde. Le basket simple, à la limite il faut un panier ou quoi, le foot tu mets 2 canettes, ça te fait un but. Ouais, clairement, mais en fait vaguement rond qui te fait un ballon et tu joues. Ils avaient pas aussi avant cette culture là, parce qu'ils ont la culture du basket. Bien sûr, nous voilà, toi tu es avec tes copains et tout, tu vas taper un foot. Eux là-bas en fait t'es avec tes copains, tu vas taper un basket. Donc c'est différent, mais là tu sens quand même que le pays a fait énormément d'efforts justement en termes d'infrastructure, etc., et que la formation des joueurs va payer plus tard. Là justement Karim il parlait de l'exemple des U17, et c'est vrai que moi en fait au moment où j'y étais, c'est quand là ils ont eu l'attribution de la Coupe du Monde, et donc là ils allaient faire un travail de fond justement dans la formation pour que ils arrivent avec une équipe compétitive pour cette Coupe du Monde. Bien sûr, il faut une génération entière de toute façon, parce qu'en fait formé depuis le départ, les joueurs que tu avais avant, les générations que tu avais avant, forcément c'était un peu c'était trop tard, parce que voilà, t'allais pas être compétitif. Mais comme disait Karim, moi je suis persuadé aussi dans 5-10 ans les États-Unis seront vraiment compétitifs, et même la MLS, ça sera un championnat tellement attractif que je pense qu'il y aura un changement aussi. Tu as beaucoup de joueurs qui choisiront d'aller jouer en MLS plutôt que jouer en Europe, etc. Ça sera beaucoup plus valorisé. Mais après, tu vois, quand justement on parle des modèles, mais c'est vrai que là-bas, t'as pas encore ce modèle comme en France où on disait, nous, à l'université, t'as des joueurs, en fait, tu joues à l'université, tu joues à un très bon niveau, c'est soit derrière tu passes pro, soit en fait après t'arrêtes. T'as pas non plus un système amateur comme nous on peut avoir. Tu vas pas jouer en N3, voilà, en R1, etc. Nous, tu vois, tu vas de la D6 jusqu'à de la N2, tu vois, c'est amateur, tu vois, entre guillemets. Après, ça reste pro. Mais eux, ils ont pas ce système-là non plus, tu vois. Est-ce que du coup l'attribution de cette Coupe du Monde là et le fait qu'ils veulent former vraiment des Américains pour avoir une équipe nationale compétitive est la raison pour laquelle, de ce que j'ai appris à travers vous, il y a des nombres de joueurs internationaux maximum par effectif?
Ouais, bah ça c'était déjà le C'était cas déjà avant ouais, ou c'est dû à justement c'était déjà une le cas volonté de avant, former que des Américains? T'en as un peu fait les frais, Tanguy, tu me disais ouais, qu'on avait changé. ouais, c'est ça, parce qu'après, moi, rapidement, tu vois, quand j'ai fait après des essais en club pro, justement après mes 2 ans universitaires, bah, à chaque fois, en fait, il y avait un hic à ce niveau-là, tu vois, administrativement, bah, t'as des spots, en fait, étrangers, où, voilà, tu peux pas non plus recruter que des internationaux dans ton équipe, t'as un certain nombre, et tu vois, moi, à chaque fois, par exemple, j'avais fait une pré-saison, tu vois, avec un club pendant 2 semaines, mais ils avaient plus qu'un spot international, et au final, il leur fallait absolument un gardien, et les gardiens qui étaient à l'essai, tu vois, c'est tous des étrangers. Donc, tu savais forcément qu'ils allaient privilégier un gardien, que ça allait être un étranger, donc toi, bah, derrière, c'est mort, tu vois. Donc ouais, moi, j'en ai fait les frais de ça, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Ils ont encore aussi, je crois que c'est quand même plus accessible qu'avant, tu vois. Ils acceptent plus d'internationaux. J'ai l'impression, même les équipes en MLS, Ouais. où il y a quand même pas mal. Enfin, Après, t'es obligé, si à un moment donné, t'as Même des en MLS, investisseurs il y qui a- arrivent et qui doivent ramener, mais En même en effet, MLS, ouais. je crois Ouais, qu'il y a T'avais même il y a un cap, hein. t'avais des salary cap aussi, tu vois, en Ouais. termes de salaire, qui ont été aussi changés, parce que t'avais justement des salaires minimum, Bah, c'est David Beckham, au moment où maximum, etc. il avait racheté le club, Et- qui avait commencé à parler Ouais, justement parce de que faire je crois sauter les que t'avais salary le cap. droit genre à 3 joueurs où tu peux mettre le salaire que tu veux, mais après tu vois t'as des salary cap, en fait t'as des contrats où voilà, tu peux pas aller au-delà, et donc tu vois ça freinait aussi certains internationaux à venir en MLS. Donc mais là tu vois ils sont en train de tout le système ne va pas changer, mais il y a quand même il y a un projet de fond qui est fait depuis qu'ils ont la Coupe du Monde, la formation des jeunes, etc. Ça va vraiment être les États-Unis, ça sera très costaud dans quelques années, ça c'est sûr et certain. Puis un élément important, toi Karim qui a vécu l'arrivée de Messi aux États-Unis, est-ce qu'il y a eu un avant et un après Messi aux États-Unis ou pas forcément? Ouais, bien sûr. Il y a eu une production de pas mal de footix américains, mais c'est normal. Tu vois, les mecs, c'est quoi en rue, là, Messi, mais c'est beau, c'est bien, tu vois. Il a ramené quelque chose de différent. Après, en plus, c'est à Miami. Le beau Samson, Et après, Karim, à ils chaque connaissent fois- juste le foot, ils savent quel maillot faut acheter, le bon Non, Samson. voilà, exactement. Il va à un stade, le stade, il est sold out au bout de, tu vois, genre 30 minutes, tu vois. Et tu sens que c'est une superstar, Donc, Messi aux États-Unis, enfin même parmi les gens qui sont pas fans de foot ou quoi, enfin les gens qui aiment le Bien sport sûr, connaissent. parce qu'ils sont fans de sport. Et après, les gens, ils sont toujours curieux. Ils se demandent pourquoi ce mec-là est considéré comme une légende, comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Donc, il est vivant, il est là, il est devant toi, il joue. C'est sûr que tu vas y aller, tu vois. T'as fait un commentaire sur l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Bah, j'ai pas trop aimé l'un des, mais on peut dire Il a le. un peu froncé les sourcils. J'étais On peut dire le après. Enfin, vous parlez de l'attribution de la Coupe du Monde. Enfin, toi, Stéphane, tu l'as vécu en direct. Enfin, Karim. Karim. Putain, je sais pas pourquoi. Ouais. Je suis désolé. Parce que moi, je l'ai vécu de mon canapé. Personne. Non, vous l'avez vécu. Enfin, toi, tu l'as vécu en direct. Et là, enfin, toi, Karim, tu vas voir arriver la Coupe du Monde chez toi en direct. Est-ce que pour toi, ça va être un élément déterminant qui va changer le foot américain, qui va changer la perception du foot aux États-Unis, ou bien c'est parce qu'ils ont eu la Coupe du Monde en 94, et il faut savoir que les États-Unis, enfin c'est un pays qui tend des incursions dans le foot depuis longtemps. On a eu dans les années 70 Pelé qui est arrivé, on a eu Beckenbauer. Quelques temps après, on a eu David Beckham dans les années dans les années 2000. On a eu d'autres joueurs qui sont arrivés. Et bon là, on a eu Messi qui est la plus grosse star, une grosse star du monde aujourd'hui. Est-ce que la Coupe du Monde, tu sens que ça va être un tournant pour les Américains? Comment les Américains se positionnent par rapport à cette Coupe du Monde? Ouais, c'est sûr. Parce que déjà, à partir du moment où tu accueilles un événement comme celui-là, et tu vois, ça va être 42 équipes, c'est ça? 48. 48, ouais. 48. Et tu les vois arriver, tu vois les touristes arriver, les Irlandais, les South-Africains, les Brésiliens et tout, tu vois la ferveur, tu vois, c'est magnifique. Tu vois, on a juste vécu l'Euro, nous, en France, c'était top. Donc, imagine la Coupe du Monde, et c'est sûr, la ferveur, tout ce qui a ramené, l'ambiance, dans les villes, et je pense que ils sont, tu vois, c'est parfait, les États-Unis, pour accueillir un événement comme celui-là. Donc, je pense que ça va être top, bien sûr. C'est sûr. Et je reviens Après, sur la je pense j'espère qu'ils progresseront en termes de supporters, tu vois, parce que, par exemple, quand tu vois arriver les autres pays, tu vois, ils ont leur chant et tout, quand tu vas voir un match de MLS, les supporters, ils font « You can do that !» Genre, juste parce qu'un mec, il a fait une fois, tu vois, nul à chier. Ouais, des fois c'est chaud. J'espère qu'ils C'est vrai qu'ils n'ont pas la culture du supporterisme aux non. États-Unis. Ils ont la culture du spectateur. spectateur. Ouais. Plus. C'est un peu comme en NBA. Enfin, ils ont un peu genre. Ouais, clairement, Comme puis Arsenal, tu vois la différence. Oh, doucement. On commence à sortir du contexte. Écoutez, cliquez les amis, le podcast Arsenal est toujours en ligne. Cliquez. Mais tu vois, pour rebondir sur ce que dit Karim, en gros, les Américains, c'est ça, faut que
parce que t'en as plein, les Américains, ils en ont rien à foutre du soccer, tu vois, parce qu'ils appellent ça le soccer, donc je vais dire soccer. Ils en ont rien à faire parce que tu vois, ils ont jamais eu cette culture-là ou quoi. Mais il suffit qu'ils aillent voir un match, ils kiffent, et ça y est, tu vois, c'est les meilleurs fans, ils vont être fans de foot en fait. À ce point-là. Ouais, parce que moi, enfin, pour l'anecdote, tu vois, quand j'avais joué en USL, en USL League 2, là, dans le Michigan, tu vois, à Flint City Bucks, donc en 2019. Je joue là-bas. Tu peux contextualiser un peu, savoir pour que nos auditeurs sachent ce que c'est. Ouais, en gros, l'USL League 2, c'est une ligue, tu vois, ce qu'on appelle une Summer League, donc une ligue d'été, qui est de mai à août, où en fait, les clubs de cette ligue-là vont recruter un peu les meilleurs joueurs universitaires qu'il y a dans le pays. Et en fait, tu fais un championnat, voilà, de mai à août, c'est considéré en fait comme le meilleur championnat amateur, parce qu'en fait tous les meilleurs joueurs universitaires sont dans ces équipes-là. Donc moi je me suis fait recruter du coup par une équipe là-bas, donc Flint City Bucks dans le Michigan. Et donc cette année-là on finit champion, tu vois, des États-Unis, dans notre stade, 8000 personnes, etc. Donc c'était vraiment incroyable. Tu vois, il y avait même un cop où tu vois, ils faisaient des bons chants et tout, il y avait de l'ambiance. You can do that. Non, tu vois, ils faisaient mieux que ça quand même. Et t'avais un chant pour toi ou pas? Ouais, des fois, je me rappelle, ils scandaient mon nom et tout, donc tu vois, c'est sympa. Mais en fait, moi, c'est que je me rappelle encore, parce que encore aujourd'hui, je parle à cette personne. En fait, il y a un couple vraiment de là-bas, tu vois, qui connaissait rien au foot. En fait, ils sont venus voir un match là-bas, ils sont tombés fans de foot. Et en fait, ils me suivent encore aujourd'hui sur ce que je fais, tu vois, aux herbiers. Genre, tu vois, des fois, ils vont commenter des trucs et tout, ils m'envoient des messages, parce qu'en fait, ils ont kiffé, tu vois, ma façon de jouer ou quoi, tu vois, ils m'ont kiffé. Et en fait, depuis, ils vont voir des matchs, et en fait, ils adorent le foot. Et du coup, ils vont voir des matchs de MLS, et en fait, mais de base, ils connaissaient pas. Et en fait, vu que nous, cette année-là, tu vois, on est champion des États-Unis, il y a une ferveur dans la ville, tu vois, il y a du monde qui est venu voir les matchs. Mais en fait, ils ont kiffé ça. Et du coup, maintenant, ils sont fans de foot. Mais au départ, ils avaient aucune culture, quoi. C'est incroyable. Donc, tu penses, toi, c'est pas... T'es d'accord, Karim? Ouais, c'est pareil, la même chose. Une fille, c'était une photographeuse d'ici et de mon collège, de mon université. Et elle est juste venue une fois, elle connaissait rien au foot. Et après, elle a ramené ses parents le jour. Et depuis ce jour-là, ils me suivent tout le temps. Ils disent, ouais, franchement, on adore comment tu joues. Tu nous as fait kiffer le sport et tout. Maintenant, ils regardent des matchs et tout. Vraiment, c'est des gens qui, comme je t'ai dit, sont faciles à emporter avec toi, tu vois. Donc, c'est pour ça que la Coupe du Monde, je pense que ça va être un tournant pour... Ouais, c'est sûr. C'est sûr, tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont s'y intéresser plus. T'as aussi beaucoup d'enfants qui voudront, tu vois, peut-être jouer au foot, tu vois, plutôt qu'au basket ou quoi, parce qu'il y aura eu cet engouement. Donc non, c'est sûr que ça va amener encore plus, tu vois, de licenciés dans les clubs américains, et tu auras vraiment une grosse ferveur où les gens vont s'y intéresser beaucoup plus. Ça, c'est sûr et certain. Ok. Moi, je pense vraiment que les licenciés, ils sont là. Les gens, ils veulent jouer. C'est vraiment juste le fait est que il n'y ait pas de ligue plus semi-pro ou amateur et que ce soit vraiment inaccessible au grand public, entre guillemets. Parce que pendant longtemps, c'était un sport de femmes, le soccer aux États-Unis quand même. Ouais, t'as toujours ça, parce que l'équipe féminine, tu vois, des États-Unis, c'est une des meilleures équipes au monde. Donc ouais, t'as eu longtemps ça, où en fait c'était le foot féminin qui était largement supérieur au foot masculin, quoi. Ouais, mais en termes d'audience, en termes d'attrait, enfin, je sais qu'il y a plein de petites filles là-bas jouer. C'était un peu un sport de filles, j'ai l'impression, pendant longtemps. Ouais, t'as beaucoup de filles, beaucoup de femmes qui jouent au foot, et en fait, et tu vois, on parlait tout à l'heure de, justement, la culture américaine, tu vois, qu'ils se la donnaient beaucoup, que c'était des athlètes et tout ça. Et c'est pour ça aussi que l'équipe féminine, tu vois, américaine est une des meilleures au monde. C'est parce qu'en fait, les meufs, c'est des athlètes, en fait. Et tu vois que dans le foot féminin, déjà, physiquement, si t'es au-dessus, il y a une grosse différence. Et moi, quand je voyais des matchs universitaires, tu vois, de foot féminin, mais t'as en fait la moitié des équipes universitaires à foudroie la moitié des équipes en France en D1, tu vois. À ce point-là? Ouais, parce que physiquement, c'est des athlètes, tu vois, c'est vraiment des machines. Ok, très intéressant. On va passer sur une partie, on va vraiment revenir sur le terrain, sur les différences techniques, physiques entre la formation française et la formation américaine. Est-ce que pour vous le soccer universitaire est plus athlétique que technique? Quelle est la différence entre le foot que vous voyez en France, que vous avez joué en France et aux États-Unis? Toi, Tanguy, qui a fait la transition, qui avait une transition collège américain et N2, comment vous le vivez, comment vous le ressentez vous? Mais ouais, déjà en fait le foot universitaire donc américain est vachement axé, tu vois, justement sur le physique. T'as vu que les mecs, tu vois, c'est tous des athlètes et tout, c'est des machines. Physiquement, t'as une grosse partie où la perf va se jouer là-dessus. En fait, les mecs, tellement c'est physique, ça va être beaucoup de box to box, tu vois, ça va être moins tactique, moins technique, moins fin en gros. Et moi, c'est ce qui m'avait choqué. Et puis moi, vu que je suis un joueur, tu vois, quand même assez athlétique, je fais beaucoup d'efforts, ça me convenait très bien. Et c'est pour ça aussi que j'ai bien réussi là-bas. Mais ouais, après, je sais pas ce que Karim en pense, tu vois, encore aujourd'hui, parce qu'il y est.
Mais moi, j'avais vu vraiment cette différence où c'était, on va dire, moins technique, moins tactique, même si ça reste quand même très bon, mais beaucoup plus physique dans l'intensité. Tu vois, il n'y a pas de calcul, c'est bam, t'y vas, box to box à fond, quoi. Toi, Karim, qui est attaquant, est-ce que tu as ressenti la même chose? Moi, j'aime, comme j'ai dit, l'intensité et tout, mais des fois, tu as envie de lui dire pourquoi tu fais ça? Ouais, ça, de ouf. Ouais, genre, pourquoi tu veux aller à fond là-bas, là? Tu fais une passe, on est tranquille, tu vois? Et donc, c'est ça aussi. Mais il y a un truc c'est là où je pense que ça fait des clics, et c'est pour ça aussi qu'ils aiment les joueurs étrangers. Les joueurs typiques américains, il n'y a pas d'épices. Dans le sens où il manque ce truc, tu vois, ou de créativité. Ça manque de créativité, c'est un peu plus robotique dans le sens où les joueurs, ils sont très disciplinés, ils ont un truc à faire dans le match, le coach va leur dire ABC, ils vont faire ABC, tu vois. Mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'était inaccessible, entre guillemets, aux gens qui pouvaient jouer dehors en bas de chez eux, et la créativité aujourd'hui, et on le voit même dans le football européen, tous les joueurs créatifs sont ceux qui ont beaucoup joué dans la cour de l'école, au City en bas, ou en tout cas... sans spontanéité, règle, voilà, où il n'y avait pas de coach ou de personne pour leur indiquer ce qu'il fallait faire. Ouais, et puis tout à l'heure avant le podcast, on parlait, tu vois, de football individuel, d'entraînement individuel. En fait, là-bas aussi, ils ont cette culture justement d'entraînement individuel, tu vois. Les mecs, c'est no pain no gain. Les mecs, tu vois, ils vont prendre un ballon, ils vont s'entraîner tout seuls, tu vois. Okay, ouais. Donc tu vois, ils ont cette culture-là, mais du coup, moi, ce qui m'avait choqué aussi justement à l'entraînement, tu vas faire un travail individuel ou un travail de frappe, de finition, tu vois, assez analytique. Les mecs, c'est des machines. Mais après, tu les mets en fait dans un contexte match avec un opposant, avec beaucoup de choses à prendre en compte, tu vois, beaucoup de prise d'informations, etc. Mais là, c'est plus compliqué. Tu vois, tu sens qu'en fait, ils ont, je pense aussi dans leur formation. Donc aujourd'hui, moi, je vais pas juger la formation parce que je sais pas comment est faite la formation, notamment aux États-Unis. Mais avant, tu vois, ils avaient vraiment une formation, football individuel. Tu vois, t'en avais beaucoup qui faisaient football individuel, qui se formaient là-dedans, tu vois, puis ils prenaient un ballon, ils allaient s'entraîner, etc. Mais après, une fois arrivé dans le jeu, t'as énormément de paramètres à prendre en compte, donc c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça que tu as aussi moins cette petite magie, tu vois, ce créateur technique, tactique, tu vois, la réflexion sur le jeu, tu l'as moins en fait. Moi, Karim, j'ai l'impression, juste par la place de Karim, mais d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que le choc physique, en tout cas, Karim, toi, tu l'as eu et t'as fait beaucoup de bien sur ton jeu et comment toi, t'as pu te développer sur ton style de jeu à toi, qui était justement tout le contraire de ce que Tanguy décrivait à la base, qu'on pouvait retrouver aux États-Unis, où t'étais plus à rechercher techniquement, à chercher dans les pieds et pas forcément besogneux, on va dire, sur le terrain. Bah ouais, c'est ça. Après, comme il dit, Tanguy, il a aussi il a eu des très bonnes qualités aussi même avant d'aller là-bas. Tu sais, c'est un marathonien, ce qui court beaucoup, il fait les efforts, les filles, tout ça. Et tu connais, nous, les Nord-Africains, on est des joueurs style qui aiment bien avoir le ballon dans les pieds et l'effort, c'est quelque chose qui vient secondaire ou tertiaire. Donc, quand je suis allé là-bas, j'ai vraiment pris ça d'eux. Tu vois, j'étais vraiment bien physiquement, je me sentais bien à la salle, etc. C'est pas des choses où j'allais faire moi-même, etc. et tout. Mais tu sentais que avec le ballon, ça faisait la différence parce que j'avais un temps d'avance dans le sens où je savais déjà ce que j'allais faire avant que j'ai le ballon. Donc, au début, tu vois, l'adaptation se faisait. Après, quand j'étais fit comme eux et que j'étais bien physiquement, après, on voyait encore plus la différence. Mais comme je l'ai dit, nous, on en a mangé des City, des Five, des tournois quand on était petit. On en a depuis qu'on est tout petit. Eux, comme quand Tanguy l'a dit, c'était beaucoup des trucs individuels où ils s'entraînent chez eux, etc. et tout. Et ça, tu le ressens. Le plus important dans la formation, quand faut pas trop coacher le petit. Là où il crée sa créativité, c'est quand tu le laisses jouer, que personne lui dit rien, il a pas de consigne, il joue juste avec ses potes. C'est là où tu crées ta créativité. Et toi, les petits, ça, ils l'ont pas eu. Et toi, les petits que tu coaches aujourd'hui, est-ce que tu valorises ça chez eux? Est-ce que tu les pousses à la spontanéité ou comment ça se passe, toi? Ou est-ce que tu es encore dans un système, je dirais, très académique, comme présentait Tanguy? Non. Nous, la philosophie du club où je coach, elle est vraiment européenne. Tu vois, on pousse vraiment les jeunes à créer leur truc. On fait beaucoup d'un contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3, 5 contre 5. Après, voilà, non, c'est vraiment sur la créativité. Et après, le club où je coach, il fait fundraising. Fundraising, c'est des levées de fonds, etc. Des fonds qu'on récolte pour pouvoir sponsoriser les jeunes de quartier, de favoriser. Donc, ils ont des bus qui viennent les chercher. On paye pour leur maillot, on paye pour la saison, etc. et tout. Donc, on a cette
communauté-là qui joue pour nous pratiquement la moitié. Et l'autre moitié, c'est plus une moitié qui est un peu plus aisée, qui viennent, qui payent, etc. et tout. Et donc, c'est vraiment... tu vois, je vais rebondir sur ce que disait Karim, tu vois, sur la formation des jeunes. Parce que je sais aussi que, tu vois, pendant plusieurs années, il y a eu un partenariat entre la Fédé française et la Fédé américaine, où, en fait, justement, dans la formation des coachs. Et je sais que, du coup, ils ont appris, maintenant, les nouveaux coachs américains ont pris aussi de la formation française. Donc, la méthode d'apprentissage pour les jeunes là-bas, c'est plus la même. Tu vois, avant, je pense que c'était beaucoup basé sur de l'analytique, de la répétition, ce qui était très bien. Mais maintenant, tu vois, t'es plus sur un modèle systémique où, en fait, c'est à chaque fois avec du jeu, avec de l'opposant. Donc là-dessus, ils ont appris. C'est pour ça, forcément, ils vont avoir aussi une génération de joueurs qui va être meilleure aussi sur ce point-là. Je pense qu'aujourd'hui, la formation des joueurs sera bien meilleure que ce qu'il y avait il y a 10, 15, 20 ans. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, c'est que la différence entre la France et les États-Unis, si un coach a une équipe de U16 aux États-Unis et un coach de U16 en France, U14, U16, U15, c'est que aux États-Unis, de ce que tu disais, Karim, toi, il faut que justement tu crées une spontanéité dans les joueurs, que tu crées une créativité, que tu les obliges à avoir une réflexion par eux-mêmes. Alors qu'en France, dans ces catégories-là, c'est tout le contraire. C'est des joueurs qu'il faut justement cadrer, à qui il faut mettre de la tactique en place, une éthique de travail, parce que s'il y a un travail physique à faire, tu sais que tu as la moitié des joueurs qui vont tricher. Si tu as un travail, tactique à faire, il y en a un qui à un moment donné, à l'opposé, va se dire la balle elle est à l'opposé du terrain, moi je suis arrière droit, la balle elle est côté ailier gauche. C'est plus mon problème, alors qu'il est forcément concerné par l'action parce qu'il est sur le terrain, mais il s'en dédouane un petit peu. Et c'est intéressant justement ce parallèle où, avec les mêmes catégories d'âge, deux coachs des deux côtés ont un rôle qui est complètement différent et justement doivent amener les joueurs dans le sens opposé. Ouais, c'est clair, parce que justement là-bas, ils ont cette culture. Vas-y, Karim. Je pense que ça se rejoint. Par exemple, si un joueur il est techniquement très à l'aise, tu sais qu'il va être moins drivé sur l'effort physique. Tu vois, si tu sais qu'un joueur, il est physiquement bon depuis qu'il est jeune, il va peut-être sauter quelques bases techniques. C'est pour ça que quand il va jouer avec les adultes après, tu vois la différence que le mec, il peut pas tenir parce que il s'est basé que sur ses attributs physiques depuis qu'il est jeune. Donc, je pense que l'un ramène à l'autre, tu vois. Oui, bien sûr à la fin, c'est pour faire le jeu, entre guillemets, idéal qui arrive à optimiser et ses performances athlétiques et sa partie créativité et technique. Mais justement, c'est que les bases de travail des deux, on va dire, depuis tout petit, sont complètement à l'opposé. Et le but, c'est de faire un travail inverse pour arriver au joueur complet. On peut trouver, Est-ce que vous avez vraiment ressenti un espèce de déficit de technique là-bas? Enfin, Karim en parlait. Tanguy, est-ce que tu as ressenti la même chose? En fait, oui, non, tu vois, comme je disais, en fait, t'as des joueurs qui vont être très bons, justement, du travail individuel, tout ça, qui ont vraiment une technique qui va être bonne. Mais après, en fait, quand tu vas les mettre dans un jeu avec un opposant où il y a vraiment, sous pression, il y a de l'incertitude, etc., la technique va être moins bonne. Donc là-dessus, tu sens que notamment les Européens qui viennent justement en université américaine, ils ont ce truc-là et ils apportent vraiment bénéfiquement au jeu. Et c'est pour ça aussi que je sais que les coachs américains adorent les joueurs français. Justement, je voulais en parler, c'est très intéressant. Je pense que Karim va valider, mais moi déjà, tous les joueurs français que je connais qui sont partis aux États-Unis, qui ont joué au système universitaire, les mecs, ils ont tous bien marché en fait dans les universités où ils étaient. Et moi, justement, dans l'université, je te disais, la première année, tu vois, j'étais le seul français. Et la deuxième année, le coach il a dit je veux absolument d'autres Français. Et en fait, encore aujourd'hui, tu vois, il m'envoie des CV de joueurs français et tout. Il dit nous on veut des Français, tu vois, parce que les Français ils sont bons techniquement, ils sont matures tactiquement, tu vois. Donc nous on a une très bonne formation en France, parce que de toute façon tu vois qu'il y a des très bons joueurs. Nous on va jouer en N2, N3 en France, mais tu peux facilement jouer plus haut aux États-Unis en fait, parce que en France t'as tellement de bons joueurs que c'est dur d'accéder au haut niveau. Mais le bagage que t'as en France, il est tellement solide que quand tu vas à l'étranger, tu performes direct. Et ça rejoint le débat qu'il y a eu dans un précédent podcast sur la Ligue 1, c'est que beaucoup de jeunes qui sont formés en France ont cette base-là, mais n'ont pas l'éthique, entre guillemets, ou le professionnalisme qu'il faut pour arriver à un niveau optimisé. Ouais. Et ce qu'ils arrivent à atteindre quand ils s'exportent en Angleterre, en Allemagne ou dans des championnats étrangers. Exactement. Moi, je me demandais, est-ce qu'il y a des espèces de clichés selon les nationalités ou les cultures? Je sais, par exemple, on sait que ils vont kiffer des Français pour des caractéristiques. Est-ce que des Mexicains vont avoir d'autres caractéristiques? Est-ce que, des Espagnols ou des Latino-Américains qui viennent ont d'autres caractéristiques? Ou est-ce que,
c'est un peu cliché ce que je présente ou... Non, tu les as en vrai. Tu les as, franchement. Je sais pas ce qu'en pense Karim, mais tu vois, moi, c'est pareil. De mon expérience dans mon université, tu vois, on avait énormément de nationalités différentes, mais tu vois que les Sud-Américains, c'est pareil, tu vois, c'est des joueurs de ballon, qui adorent gratter le ballon. Donc, après, c'est des joueurs aussi qui vont faire que parler sur le terrain, tu vois. Ils viennent parler pour tout et n'importe quoi. Tu sais, t'as vraiment ces clichés-là, pareil, les Italiens. Donc, t'as ce genre de clichés et tu le ressens aussi, en fait, parce que c'est des cultures, en fait. Et... Ouais, c'est pas forcément des clichés, c'est juste la culture. C'est la culture, en fait. Sportive ou sociétale. On dit, ouais, le Brésilien, il va être technique, alors que le Finlandais, il va être physique, etc. Ah, mais tu le ressens. Moi, j'ai joué, par exemple, avec des Norvégiens, des trucs comme ça. Ils sont très disciplinés, très solides, machin. Tu vas jouer avec des Sud-Américains, eux, c'est vraiment des très bons joueurs de ballon, mais physiquement, peut-être un peu moins. Enfin, ouais, tu as ces cultures-là, tu t'arrives à les distinguer, ouais. Ok. Rapidement, je voulais aborder un point avec vous qui est la vidéo. On sait qu'aujourd'hui, le foot, le sport américain est très scientifique. À chaque fois, ils veulent tout optimiser, la performance. Donc, il y a beaucoup d'indicateurs de performance sur le physique, la technique, etc. Et ça passe notamment par des grosses séances vidéo. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est dans la culture américaine? Vous, dès la fac, il y avait des vidéos qui étaient faites sur vos matchs, ou plus précisément genre sur l'équipe, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui existe chez vous ou bien c'est encore un cliché qu'on a? Karim, toi, comment c'était chez toi? Déjà, au niveau universitaire, mon coach, non, il faisait pas beaucoup de vidéos, mais dès que je suis allé à Atlanta, ouais, c'était vidéo tous les entraînements. Il nous présentait ce qu'on allait faire à l'entraînement, l'équipe qu'on allait jouer, comment ils jouent, le dispositif dans lequel on va peut-être jouer, les mouvements. Donc, ouais, à partir du moment où je suis allé dans le monde professionnel, c'était vraiment... Après, je pense qu'en D1, comme Tanguy, là où il joue, ils nous en font beaucoup aussi. Mais ouais, comme je t'ai dit, en termes de tactique, c'est vraiment des gens qui sont ouverts, ils veulent vraiment progresser. Et quand ils ont un but, tu sens que les mecs, ils mettent tous les ingrédients possibles, tous les éléments possibles pour pouvoir l'atteindre. C'est pour ça que ça fait aucun doute qu'un de nous y arriver. Mais pour aussi revenir sur un point, c'est que déjà tous les coachs universitaires, c'est pas en fait que les joueurs qui sont internationaux, les coachs aussi sont internationaux. Tu vas avoir beaucoup de coachs anglais, des coachs espagnols, des coachs français qui sont dans des universités. C'est intéressant. Et c'est aussi pour ça ils apportent aux joueurs, mais aussi aux coachs, parce que justement ils ont cette culture du foot. Ok. Moi, pour rebondir, du coup, dans mon université, justement en D1, nous, on faisait beaucoup de vidéos. Il y avait beaucoup de vidéos collectives et aussi on faisait beaucoup de vidéos individuelles. Genre, tu vois, les coachs, des fois, c'était même par ligne, tu vois, attaquant, milieu, défenseur, on faisait de la vidéo. Parfois, voilà, c'était individuel. Moi, franchement, on en faisait énormément et tu vois, là-bas, ils sont très data. Et il y a énormément parce que voilà, basket, foot US et tout, c'est énormément de data. Donc ils amènent ça aussi dans le foot. Et moi j'ai eu des heures et des heures de discussion avec mon coach où tu vois, moi j'arrêtais pas de lui dire aussi, ok, il y a la data, mais le foot c'est pas que la data, tu vois. Enfin, il y a des choses tu pourras pas l'expliquer par la data. Et c'est pour ça, moi, ça me fait rire parce que les coachs, tu vois, le head coach et les assistants coach là-bas, moi il m'appelait Tactical Tanguy, tu vois, parce que sur chaque vidéo, chaque truc et tout, moi, tu vois, j'étais en confrontation avec eux. Et parce que moi j'avais mon idée du football, tu vois, français et tout ça, tactiquement, j'avais des trucs. Et en plus, vu que, tu vois, j'étais déjà dans cette optique-là de passer mes diplômes d'entraîneur, tu vois, moi, j'avais ce truc-là aussi. Donc, on parlait énormément tactique, dès qu'on pouvait en vidéo. Donc, eux, tu vois, après, ils peuvent être à l'extrême, justement, dans la data et tout. Ils peuvent vraiment te faire des vidéos, mais à l'extrême. Donc, ça va dépendre des coachs. Mais ouais, je sais que les États-Unis, sur ça, ils sont très, très data, très vidéo, à fond. Ouais. Après, il y a des modèles de data aujourd'hui qui marchent quand même pas mal. Ouais. À Toulouse, leur montée en Ligue 1, elle est basée pas à 100%, mais il y a quand même une grosse partie data dedans. Moi, après, je resterai toujours sur le foot à la data, mais t'as des choses que tu pourras pas expliquer. Moi, je suis d'accord avec toi sur mon idéologie, entre guillemets, et sur mon idéal du foot, je suis contre. Mais il est vrai que c'est un modèle qui peut servir aussi. Voilà, il faut s'en servir. Quand ils ont recruté tous les gars qui arrivent en Ligue 2, qui sont inconnus de tout le monde et qu'ils arrivent à les monter haut la main, et avec justement des joueurs il nous faut un latéral qui court 12,6 km par match minimum. C'est ça, quand c'est un outil qui te permet d'accéder en fait à des choses là, c'est bien, mais après quand ça tombe à l'extrême où tu vois, après bien évidemment. Parce que t'as pas reçu de plus-value. C'est un certain niveau. Toulouse, tu vois, c'est la Ligue 1, quand ils jouent les matchs, c'est tactiquement, c'est trop, tu vois, c'est des détails, donc je peux comprendre. Mais par exemple, moi, des fois, par exemple, ça venait me voir, il y avait un exercice à la fin d'entraînement, un 5 contre 5, et moi, elle me disait, non, t'as couru 5 miles hier,
si tu vas à 6, tu peux pas. Je dis, mais je me sens bien, laisse-moi juste jouer, tu vois. Genre, non, tu peux pas. Mais tu vois, c'est de la data pour rien, ça, par exemple. Et Ouais, vous avez ressenti une plus-value du fait de l'utilisation de la data ou pas forcément vous? Est-ce que ça a fait de vous un meilleur joueur? Après, pas forcément, tu vois, de la data, la vidéo, oui. La vidéo, c'est sûr que tu vois d'autres choses, etc. Donc c'est sûr. Après, la data en elle-même, pas forcément. Moi, j'ai toujours été, tu vois, je suis pas à fond data, être en mode les statistiques et tout, non. Mais ça peut te permettre après de comprendre d'autres choses. Si tu t'en sers bien, ouais, ça peut te permettre de progresser. Moi, je sais que la vidéo m'a beaucoup fait progresser, en tout cas là-bas. Mais après, la data, non, pas forcément. Après, ça dépend de ton poste. Moi, je pense que c'est intéressant quand même de ouf. Tu vois, par exemple, si je suis un attaquant, on me dit que la plupart des buts ont été marqués au premier poteau, en une touche, ça. Tu vois, c'est sûr que je vois, par exemple, Tanguy, c'est un joueur de côté. Si on lui dit que ses centres au deuxième poteau, il y a plus de réussite que ses centres. Non, ça, tu vois, c'est de la data qui est bien utilisée. Ouais. Ça, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Exactement, genre un truc individuel et même collectif, si on dit qu'on penche plus vers la gauche quand on marque les buts et tout, non, je trouve que c'est intéressant, mais il faut juste savoir l'utiliser à bon escient, je pense, surtout. Ouais, parce qu'après tu peux avoir gagné un match alors que tes datas sont dégueulasses et tu peux avoir un match où les datas, tu vois, sont monstrueuses, t'as jamais autant couru, jamais autant fait de sprint, mais au final t'as perdu, quoi. Ouais, après, moi, c'est un avis personnel que j'ai, mais moi, je trouve que le recours excessif à la data aujourd'hui, enfin, ça peut tuer une vision du foot. Je sais, parfois, on a des matchs qui vont être étudiés que par la data. On peut dire, ouais, ce mec, il a été nul, oui, mais il a fait 44 sprints, il avait genre, il a fait des courses, il a fait 8 courses courbées, il a fait que même, il y a une nouvelle stat aujourd'hui que tout le monde sort. Expected goals. Expected goals, c'est là, je sais pas. Rien dire. Les expected saves maintenant pour les gardiens aussi, les expected points, c'est des trucs. C'est pour ça que tu vois, le foot, tu pourras jamais résumer à la data dans tous les cas. Mais ça peut servir, ça peut améliorer, mais tu auras toujours des exceptions, des choses. Enfin, c'est donc le foot, c'est pour ça que c'est le plus beau sport au monde, hein, mais tu pourras pas tout justifier avec la data. C'est actif. C'est vrai. Quand tu es sur le moment, tu peux pas anticiper. On va basculer, mes amis, sur la partie anecdote parce que le podcast touche bientôt à sa fin. Le football aux États-Unis, c'est pas seulement un sport. Enfin, voilà, vous avez évolué en tant qu'homme en partant là-bas. C'était une immersion totale. Au niveau de votre expérience, quelle expérience et quel est votre meilleur moment sur le terrain et en dehors du terrain? Quel a été le moment le plus marquant pour vous sur le terrain? Enfin, toi, je pense que Tanguy, tu nous as donné la réponse. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Je pense que le moment marquant, c'est quand j'ai été champion aux États-Unis, tu vois, avec Flint City Bucks. Donc, en finale chez nous, tu vois, 8000 personnes et tout. Donc ça, c'était incroyable. Après, si je cherche, tu vois, avec mon université, ma deuxième saison, tu vois, on fait champion de saison régulière, tout ça. Il y a un match à Denver où, tu vois, on a fait un super match et tout. Ça, c'était un moment fort parce que, tu vois, ça faisait des années que l'université n'avait pas été à ce niveau-là, tu vois, d'être champion de la conférence. Donc ça restera un moment fort. Puis en plus, la deuxième saison, c'est aussi l'année où moi, personnellement, j'avais bien réussi. Donc j'ai eu à ce moment-là, tu vois, à la fin de la deuxième saison, j'avais le sentiment d'avoir vraiment accompli quelque chose de bien avec l'université, quoi. Karim, toi, ton meilleur moment au niveau sportif? Meilleur moment au niveau sportif, quand j'ai marqué mon premier but avec Atlanta, quand j'ai signé, bien sûr, parce que je signe déjà dans la ville où j'y suis depuis 2 ans, 3 ans, je connais pas mal de gens, et aussi quand je me suis entraîné une dizaine de jours avec la MLS, c'était bien, ça m'a permis de me comparer vraiment au haut niveau, j'ai vraiment vu l'intensité, etc. et tout, et c'est quelque chose que c'est bien de vivre et de voir. Et ouais, c'était ça, mon premier but, et mon moment à Atlanta, c'était ça. Ok. Et en dehors du terrain, votre meilleur moment? J'ai une petite anecdote. En fait, la première soirée. Attention, on est écouté par des enfants. Attention. Non, mais en fait, la première soirée que j'ai faite, tu vois, on a tous connu, on a tous regardé des films américains, tu vois, les trucs à l'université. Les frat parties. Tu fais une soirée dans une maison. Enfin, tu vois, on avait été invité justement par un étudiant qui avait fait une soirée chez lui, tu vois, big maison et tout. Et vraiment, en fait, je vais à cette soirée-là. Et je me suis vraiment cru dans un film, tu vois. Enfin, c'est vraiment le truc typique que tu vois dans les films, la soirée américaine, la piscine, c'est dehors. Les gros gobelets. Ouais, non, mais c'est ça, t'as le côté beer pong, t'as le côté ceux qui boivent un peu, enfin, c'est vraiment, je me suis cru dans un film, tu vois. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? En fait, c'est réel, tu vois. Et donc là, cette première soirée-là, tu vois, j'ai vraiment eu ce truc-là de putain, je suis aux États-Unis et tout, franchement, c'est lourd. Ok. Toi, Karim? Ton meilleur moment? Après, j'ai pas vraiment un moment en particulier, mais c'était plus en vrai, j'ai créé pas mal de relations quand je suis venu. Tu vois, tu viens, t'es tout seul, tu connais pas grand monde, c'est loin de ta famille.
Et moi, j'habitais dans une maison avec quatre gars internationaux comme moi, un mec d'Italie, un mec d'Uruguay, un mec d'Espagne, et un autre mec du Japon. Et en vrai, c'est quand tu crées cette connexion, tu vois, des fois, on était en galère, on s'entraidait, on comprenait vraiment, tu vois, galère. Et en vrai, toute l'année de collège avec les gars, c'était vraiment, j'ai créé vraiment de très bonnes connexions et on a vécu là les trucs, des bons comme des mauvais moments. Et en vrai, c'est ça mon meilleur souvenir. Tu vois, encore aujourd'hui, je discute avec eux. Maintenant, ils ont grandi, il y en a, ils sont mariés, il y en a, ils sont rentrés. C'est ça, le mélange de culture. En fait, tu rencontres du monde, t'as un mélange de culture. Puis là, aujourd'hui, c'est pareil, moi, comme Karim, tu vois, j'ai gardé des contacts avec énormément de personnes. Là, tu vas dans n'importe quel pays du monde, t'as quelqu'un à aller voir, tu vois. Donc ça, c'est top. Ouais. Et du coup, Karim, tu parlais de haut et de bas. Quelle est votre plus grosse galère à chacun que vous ayez pu connaître? Vas-y, Karim, je te laisse commencer. Moi, tu connais, je venais d'acheter une voiture, j'avais mis 2005 de côté, je vais acheter une BM à un mec comme ça, au bout de quoi? En plus, aux États-Unis, il faut comprendre un truc, si t'as pas de voiture, t'es une merde. C'est dur. En gros, il n'y a pas le bus, les trucs comme en France. Vraiment, tu dépends de trop de gens, c'est relou de ouf. Et je venais d'acheter une petite BM comme ça, une ancienne. Et au bout de quoi, je crois, 2 mois, elle crame limite, tu vois, il y a un problème, une fuite, etc. et tout, elle crame, je me retrouve. J'ai perdu 2005, j'ai plus de voiture, c'était la Hesse. Et là, c'était relou. Mais en vrai, il y a pire, mais ouais, j'avais le seum. Ouais, une bonne galère. Ouais, de ouf. Tanguy, toi? Aussi, quand tu viens, pardon, quand tu viens, tu sais, il y a tout qui est carré des fois, tu vois, comment dire, des fois, il faut que tu viennes, il faut que tu trouves l'appart. Tu vois, parce que le club, l'université passe un budget, c'est toi qui dois faire les démarches. Au début, t'arrives, t'es pas prêt. Donc, des fois, tu dors dans le salon, tu vas dormir chez des potes, tu viens d'arriver, tu connais pas le monde, tu te dis, oh là là, dans quelle galère je me suis mis. Et surtout que t'es arrivé pendant l'époque Covid, toi, si je me souviens bien. Ouais, exactement, époque Covid. Premier jour d'école, j'y vais. On dit c'est à 5 minutes, je regarde, j'ai un vélo qu'on m'a passé, et je dois prendre le vélo 25 minutes avec des montées, des descentes, il pleut de ouf, je me suis mis beau gosse, premier jour, je vais rentrer, je crois. Mais non, après, c'est que des bons souvenirs au final, tu vois. Donc, quand c'est passé... Ouais, après moi, vraiment, vraie galère, j'ai pas eu de vraie galère, mais en fait, je me rappelle, c'est la toute première fois où j'arrive aux États-Unis, j'avais pris l'avion, j'arrive à 23h, tu vois, genre vraiment tard le soir. C'est un Colombien, tu vois, de l'équipe qui vient me chercher, je parle pas anglais, il me parle et tout, je comprends rien. Donc vraiment, tu vois, les premiers jours, en fait, t'arrives, tu débarques à l'autre bout du monde, tu connais personne, tu parles pas la langue. Donc ça, tu vois, c'est un peu galère, mais c'est pareil, tu vois, ça reste des bons souvenirs et tout, parce que c'est trop bien de l'avoir fait, tu vois, en fait, tu sors de ta zone de confort et en fait, t'en ressors toujours grandi. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu tout le monde. Hein. Ouais, non, ça, c'était incroyable. Quand t'arrives dans un pays et que tu connais pas trop la langue, tu connais personne, et le premier sort, qu'est-ce que je fais là? Je crois que c'est arrivé à tous ceux qui ont voyagé un peu. Le premier soir, t'es sur ton lit dans ta chambre, t'as rien à manger, t'as froid, et tu te dis que t'étais bien chez... Tu te dis, mais j'étais bien, moi, à Poitiers, qu'est-ce que je fais ici? C'est pour ça, il y en a plein, tu vois, ils se disent, mais comment t'as fait, en fait, pour partir vraiment? Tu parles au bout du monde, tu connais personne et tout, tu parles pas la langue, mais après, c'est des trucs, après, justement, après avoir fait ça, tu peux tout faire, tu t'auras jamais de galère, enfin, tu vas toujours t'en sortir et tout, et non, franchement, c'est top. Après, faut aussi le dire, le foot, ça résout beaucoup de problèmes. Ouais, c'est vrai, clairement. Surtout quand on est fort, hein, parce que quand on n'est pas fort, le foot, ça résout pas grand chose, les gars. T'es jamais sorti de la merde, Nabil? Pas trop, il y a 2-3 fois, vous savez me sortir de la merde, mais à part ça, franchement, non. Au début, tu te sens un peu solo, ça te parle pas trop parce que il va essayer de te parler et toi, tu vas répondre pas la bonne réponse parce que même toi, t'as pas compris. Tu voulais lui dire oui, alors qu'en vrai, c'était pas la réponse. Et justement, ça se trouve, toi, Karim. Après, à partir d'un moment, ils te disent, ils te laissent un peu tranquille dans ton coin. Mais à partir du moment où tu t'entraînes, c'est ça. Tu fais parler les... Là, mon gars, ça va ou quoi? Vas-y, ça dit quoi demain? Vas-y, on va en soirée. Je viens te chercher, t'as besoin d'un truc. C'est vrai que je pense que c'est le meilleur moyen contre le harcèlement de se faire des amis dans la vie, c'est le foot en général. Mais moi, tu vois, c'est pareil, je me rappelle mes premiers entraînements, parce que tu vois, je parlais pas la langue, je galérais en cours et tout. En fait, quand t'arrives après sur le terrain, même, tu vois, tu comprends pas vraiment tout ce que dit le coach, mais tu comprends l'exercice, et là, t'arrives en fait à pouvoir t'exprimer et tout. Donc, au départ, tu vois, vu que t'as le foot, t'arrives à t'exprimer quelque part. Donc, après, tu vois, l'apprentissage est plus facile derrière. C'est quoi la rencontre ou une situation qui résume le mieux votre expérience? Celle où vous dites ouais, finalement ça
quand je raconte cette rencontre ou cette expérience que j'ai vécue, ça résume le tout avec le haut, le bas. Ça peut être un entraîneur, un coéquipier, un prof. Devoir maison, ça. De quoi? T'as dit quoi, Karim? C'est un devoir maison, ça. Ouais, non, c'est compliqué, mais moi, je vais dire, en gros, enfin, c'est ce qui résume encore aujourd'hui, en fait, je dirais, c'est que déjà, les relations avec les personnes, tu vois, encore aujourd'hui, tu vois, je parle souvent avec le coach que j'avais à l'université, qui est encore coach dans cette université, et tu vois, on discute encore, il m'envoie, tu vois, justement des CV de joueurs et tout, des fois quand il a besoin, des joueurs français, et tu vois, la rencontre, en fait, t'as vraiment, j'avais une vraie relation avec ce coach-là, tu vois, ça reste ton coach, tout ça, mais t'arrives en fait à avoir une vraie relation et moi c'est encore une relation qui me reste, tu vois. Et tu sens que ça t'a permis toi derrière d'évoluer en tant qu'homme au niveau du relationnel avec les gens à l'étranger parce que justement grâce à ce coach en fait aussi dans l'université la deuxième année où j'y étais, tu vois, je faisais partie des capitaines, tu vois, parce que t'as ce truc là aussi t'as plusieurs capitaines dans l'équipe. C'est vrai. Et j'avais beaucoup en fait d'entretiens avec ce coach parce que on faisait, tu vois, j'avais en fait limite il me donnait des cours de leadership, tu vois. Parce que eux, tu vois, ils ont ce truc là en fait, les Américains, tu vois, les leaders, justement le coach d'être très leader, tu vois, parce que quand tu dis il y a plusieurs capitaines, il y avait une vidéo que j'avais vue une fois où j'ai trouvé ça vraiment n'importe quoi, où ils avaient plusieurs brassards sur le terrain. Ouais, ça peut arriver, ça peut arriver. Et j'ai vu, j'avais un pote à moi ça se trouve bien pour mouiller les pistes. Et en fait, je vois qu'il a le brassard, je dis ah ouais, il a été promu capitaine et tout. Et je vois sur la photo, ils sont deux à célébrer le but et les deux ils ont un brassard. J'ai joué contre des équipes qui avaient ça. Nous à l'université, 3 10 carrés. Ouais, ça arrive. 3 joueurs. Nous, tu vois, on était plusieurs capitaines dans l'équipe, mais t'en avais un qui avait le brassard sur le terrain. Ils sont quand même pas prêts pour le foot encore, les gars. Mais t'avais ces trucs-là, t'avais ce truc-là d'avoir plusieurs capitaines. Mais après, c'est pour ça le. T'as des numéros sur les brassards, genre 1, 2, 3 au cas où. Non. Mais après, c'est particulier parce que aussi on n'a pas abordé pendant le podcast, mais t'as aussi ce truc, je sais pas, je pense que ça a lié encore aussi à l'heure actuelle, mais les matchs aux États-Unis en université, c'est pas comme en France 90 minutes. C'est là-bas, c'est 90 minutes, mais à chaque pause, le chrono il se stoppe. Donc c'est-à-dire qu'à la fin du match, 90 vraies minutes. À la fin du match, il reste 10 secondes, t'entends le speaker qui dit 10, 9, 8, tu peux être devant le but à 1 seconde, c'est fini. Genre, c'est mort. Et aussi, t'as le truc en université. En université, si t'as match nul, genre. Penalty, non? Non, t'as des prolongations, mais c'est but en or. T'as 2 prolongations de 10 minutes, mais tu marques au bout d'une minute, c'est fini. Et nous, on l'a fait plusieurs fois. Marquer un but en or, mais c'est incroyable, les gars. C'est incroyable. En fait, c'est la Kings League là-bas. Ah, mais c'est senti comme très aigué un peu là-bas. Mais je te jure, tu marques, bam, c'est fini, ça y est, tu célèbres, tout le monde va sur le terrain et tout, ça y est, c'est fini, c'est ciao, tu vois. Franchement, c'est incroyable. Toi, t'as plein d'anecdotes aussi comme ça qui sont folles. Ouais, c'est dingue. Dernier mot, parce qu'on a mis un peu de temps. Qu'est-ce que vous conseillerez à un jeune aujourd'hui qui va voir et qui dit je veux partir aux États-Unis? Qu'est-ce que vous lui conseilleriez, Karim? Là, c'est le moment de faire aussi de la pub. Moi, je suis co-fondateur d'une agence qui s'appelle Admi, avec mon ami Yannick, que vous connaissez, qui est aussi de Poitiers. Et on envoie des jeunes, que ce soit de France ou d'Afrique, aux États-Unis. On en a déjà envoyé 4. Ça se passe très bien pour eux, donc on propose tous les services pour pouvoir envoyer. On vous explique aussi le programme, etc. et tout. C'est Admi Sport. J'espère que tu pourras leur dire le mettre. C'est ADMY Sport sur Instagram. Vous pouvez le trouver facilement. On fera la pub. Du haut de 969 abonnés, on fera la pub. C'est une agence qu'on accompagne et je pense que voilà, c'est important aussi de donner une seconde chance aux jeunes qui trouvent pas de plan ici, parce que c'est comme on l'a dit, c'est pas vraiment médiatisé ou on n'en parle pas vraiment beaucoup, mais ça change une vie, je pense. Et puis voilà, comme on l'a dit, on est très que tu restes là-bas ou pas. Voilà, maintenant aujourd'hui, Tanguy il a un diplôme international. S'il veut aller travailler là, il a le bagage en anglais, il peut voyager, il peut faire plein de choses. Donc ça t'ouvre vraiment beaucoup de portes. Ça te permet d'être à l'international. Et si juste parce que t'es bon au foot, en fait, que t'as eu ton bac, et ça veut dire que c'est accessible à tout le monde. Et je pense que c'est bien qu'on en parle aujourd'hui. Mais voilà, c'était juste pour répondre à ta question. Après. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un super projet que vous avez. Hein. Petit aparté, j'ai tourné un clip il y a 3 ans. J'ai toujours pas vu la vidéo en parlant de ce projet-là. Ça arrive. Donc, j'aimerais bien. J'ai signé un droit à l'image. J'ai signé sur le bout de papier. J'aimerais bien voir le clip sorti, s'il te plaît. 3 épisodes. Il y a les royalties qui vont tomber bientôt, Stéphane. Là, c'est bon. Il y a les fêtes de fin d'année. Faut se refaire un peu la cerise.
Puis moi, du coup, pour répondre à la question, c'est pareil. Comme Karim, moi, tu vois, encore aujourd'hui, j'entraîne des jeunes, tu vois, de U17, qui ont 16 ans et tout. Et tu vois, il y en a qui, justement, ils connaissent mon parcours. Donc, ils me disent, ouais, j'aimerais justement peut-être faire ça, tout ça. Donc, moi, je leur conseille à chaque fois, mais je dis fonce. T'as des mi-sports là où tu veux. Non, c'est ça. Et moi, après, justement, je parle avec Yannick aussi et tout. Tu vois, il me dit, dès que t'as des profils, tu m'envoies. Mais ouais, moi, je dis à tout le monde, foncez, parce que même si footballistiquement parlant, tu vois, tu peux peut-être pas réussir comme un Karim ou quoi, mais derrière, ça reste quand même une aventure humaine qui est incroyable. Tu t'apprends l'anglais, t'as un diplôme international. Enfin, c'est que du positif en fait. Je connais personne. Je connais beaucoup de monde qui sont allés aux États-Unis, même pas juste pour le foot. Je connais personne qui est revenu en disant franchement c'était nul quoi. Donc non, ça c'est une. Si tu peux le faire, tu le fais. Comment ? Le plus dur c'est partir. Le plus dur c'est partir. Le plus dur c'est de sortir de ta zone de confort et te dire vas-y j'y vais. Mais une fois que tu y es, une fois que tu y es, franchement c'est que du positif. Ok. Merci beaucoup Stéphane. Un dernier mot. Non, merci à vous deux pour l'échange. Je pense que c'est intéressant de voir la différence de culture footballistique, sociétale entre les deux pays, d'avoir l'expérience de vous deux qui ont connu du coup les deux, avec un qui est encore là-bas, où il y a la partie coaching, où tu as la partie formation qui est, je pense, intéressante, et tu as des choses à donner de ce que tu as pu apprendre là-bas, comme toi tu as pu recevoir en arrivant sur place. Tanguy qui a fait encore le chemin inverse, où justement il y a le choc, il y a culturel en allant et en revenant, et je pense que toutes vos expériences peuvent donner l'envie à des jeunes d'y aller, ou du moins à y songer déjà avant d'y aller, et à se rendre compte que l'expérience est belle, et que ça peut servir soit pour rester là-bas comme Karim, ou soit pour Tanguy, et je pense que ça t'a aguerri en tant que joueur à l'heure actuelle. Ouais. Donc très intéressant, et je pense que c'est quelque chose que beaucoup devraient envisager, surtout ceux qui sont dans les études et dans le foot en parallèle. C'est clair. Et puis merci vraiment à vous deux d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Enfin, c'était extrêmement intéressant. Le sujet est méconnu, tant par des fans de foot que par le grand public. Donc franchement, vous avez pris le temps de répondre à nos questions et puis d'exprimer. J'espère que c'était intéressant pour vous aussi. Ouais, clairement. Pouvoir échanger. Et puis un grand merci à notre ami Yanis Madini qui a pu nous mettre en lien pour permettre la réalisation de ce podcast. Les amis, merci à tous. Merci. N'hésitez pas à suivre le podcast, vous abonner, branchez-vous les amis, cliquez. Au revoir. Ciao. Ciao. Salut.